Alors, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire où on va parler d'expérience client sous tension. On va voir comment anticiper, gérer et désamorcer les incivilités en centre de contact. Alors, je commencerai par un petit sondage assez simple. Vous pouvez ici participer dans la petite fenêtre sur la droite. Est-ce que vos équipes ont été victimes d'incivilités dans les 6 derniers mois? N'hésitez pas, vous pouvez répondre par oui, non, je ne sais pas. Alors, je laisse le vote tourner et je vois les réponses dans quelques secondes. Mais avant, je vais commencer par le sommaire de ces 90 minutes. Bien sûr, on va faire une présentation des 3 animateurs de cette, matinale, donc un hôte et 2 participants. Ensuite, un petit focus rapide sur les racines de l'incivilité, et ensuite, l'étude dont a parlé Marie-Louise, hein, l'étude sur le climat de la relation client. Nous verrons également, l'importance d'avoir une culture client forte pour réduire justement l'impact de ces incivilités et mieux les prendre en compte. Ensuite, Marie-Louise reviendra sur scène pour présenter quelques bonnes pratiques de la marque et à la fin, je vous présenterai de manière concrète quels sont les outils qui vont aider les équipes à mieux gérer l'incivilité. Et bien entendu, à la fin de cette présentation, on passera à la session de questions-réponses et bien sûr, on essaiera de répondre au maximum de vos questions. Donc n'hésitez pas, vous posez toutes vos questions dans le chat et on se fera un plaisir d'y répondre de manière la plus détaillée possible à la fin de la session. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par la petite présentation. Et donc, Guillaume, je te laisse te présenter. Eh bien, rebonjour à tous. Donc, mon métier consiste depuis 15 ans, à auditer le niveau de culture client des organisations et des collaborateurs des organisations. À date, nous avons interrogé plus de 100 000 collaborateurs en France, de différentes entreprises, de différentes tailles, de tout secteur, qui visent à savoir, de façon scientifique, on en parlera un peu tout à l'heure, quel est leur niveau de préoccupation client réel et sincère. Et c'est pas si simple parce que tout le monde a le sentiment d'être préoccupé client, tout le monde a le sentiment que d'avoir nourri cette conviction que le client est important et qu'il faut s'en occuper. Toutefois, il y a des choses qui nous échappent dans ce mouvement-là et malgré tous nos efforts, on peut passer à côté parce qu'en fait, on n'a pas une réelle préoccupation client sincère et installée. Bon, donc ça, c'est notre métier, de faire ces audits, de faire des diagnostics et de trouver les outils, les moyens, les techniques, les process qui visent à faire évoluer les collaborateurs pour une plus grande préoccupation client, c'est-à-dire prendre soin du client avec confort et sans faire trop d'efforts. Voilà, donc c'est à peu près 250 organisations accompagnées depuis 2015 maintenant. Et je suis ravi, depuis 3 ans, tout le monde parle de culture client, on se sentait bien seul entre 2015 et 2022 globalement. Mais là, ça y est, le mouvement est parti. C'est une bonne chose, le marché évolue. Ouais, et c'est vrai que le programme d'accompagnement est reconnu. On a pas mal de clients qui utilisent le COS, donc le Customer Orientation Score, et qui permettent de donc faire cet audit et ensuite, bien sûr, d'aller agir avec ce programme de formation qui fait diffuser une culture client. Alors, Marie-Louise, est-ce que tu peux te présenter? Pour ma part, effectivement, Marie-Louise, délégué général de la marque. Alors, ça veut toujours rien dire, délégué général, mais j'accompagne une association avec une petite équipe de 5 personnes. Et l'ambition de la marque, c'est effectivement de professionnaliser, de promouvoir ce qu'on appelle le management de la réclamation client, c'est-à-dire au-delà de la réponse qui est de l'ordre de la courtoisie due à un client quand il est insatisfait, c'est que faire finalement de l'information qui va avec la réclamation pour optimiser, voire innover, donc un levier de performance. Un second qui est, si un client est insatisfait, ça paraît être une évidence, mais s'il est insatisfait, charge à l'entreprise de le resatisfaire, pas juste pour qu'il soit content, mais bien pour qu'il soit satisfait, fidèle. Et la recommandation, parce que derrière la recommandation, il y a bien une logique économique, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bisounours dans. Et puis un troisième point, une fois qu'on a évoqué l'innovation et la performance économique, c'est effectivement la transformation. Et là, on va rejoindre un point évoqué par Guillaume, qui est comment cette voix du client, quand on la fait résonner dans l'entreprise, peut permettre de repenser la manière dont on voit les choses, dont on fait les choses. Et donc, il y a une dimension culturelle d'orientation client, d'orientation réclamation client. C'est ce que nous disent notamment aussi les universitaires qui sont penchés sur notre berceau depuis quelques années. Et donc, c'est tout ça qui nous anime. Donc, professionnaliser, parce que la réclamation client a beau être peut-être le plus vieux métier du monde, on se rend compte que c'est quand même quelque chose qu'il nous faut repenser tous les jours avec des nouvelles bonnes pratiques. Et puis un autre point qui est de promouvoir, et là malheureusement je pense qu'effectivement avec Guillaume notamment on sera d'accord, il reste encore beaucoup à faire,
parce que, cher client, je vous ai compris, voilà, il reste encore beaucoup à faire, du dire au faire. Voilà. Et donc, c'est ce vers quoi on essaie de travailler. C'est un peu plus. Enfin, c'est près de 350 entreprises aujourd'hui, services, industries, majoritairement françaises, et qui travaillent ensemble, notamment, je l'évoquais, avec pas mal d'universitaires pour essayer de rendre les choses concrètes, tangibles, et pas être uniquement dans du il semblerait. Et bah, c'est dans ce cas-là, on a mené certaines études, dont une avec Dauphine. Ok, bah, merci Marie-Louis pour cette présentation détaillée et surtout d'avoir anticipé cette présentation de l'étude dont on présentera une rapide synthèse tout à l'heure. Donc moi je me présente, je suis Frédéric Canavet, je suis responsable des projets digitaux chez Eloquent. Alors Eloquent, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on est éditeur de solutions de relations clients. Donc notre but c'est d'aider les entreprises à mieux gérer, orchestrer, mesurer et améliorer les conversations et les interactions avec leurs clients via une plateforme cloud d'expérience client qui utilise bien entendu l'IA, avec une solution de centre de contact et de voix du client. Donc nous aussi, ça fait plus de 20 ans qu'on évangélise le marché, on est plus de 120 personnes à votre service, on gère presque un demi-milliard d'interactions, du chat, du téléphone, du SMS, du voicebot, du callbot, du chat, etc. avec nos plateformes, et on envoie près de 150 millions d'enquêtes de satisfaction chaque année. On est certifié ISO 27001 et 27701 pour la protection des données. Et un petit peu comme Marc, on approche les 350 clients. On est présent dans près de 40 pays. Donc le but, en fait, c'est bien sûr d'aider les entreprises à mieux gérer leurs interactions et à analyser leur parcours client. Donc on analyse les données, on fluidifie les parcours clients. Et tout cela, on le fait grâce à notre plateforme qui permet donc bien sûr de gérer les interactions clients, donc un logiciel de centre de contact avec voix, email, chat, SMS, réseaux sociaux, vidéo, j'en parlerai tout à l'heure. Et bien sûr, tout ce qui est reporting qui permet après d'analyser ces parcours clients, la qualification, l'orchestration et une partie IA, que ce soit au travers de l'analyse, quality monitoring, analyse des conversations, ou tout simplement les agents tels que le chatbot et callbot. Et je vais en parler dans quelques secondes. Voilà. Alors, avant de commencer et parler de l'étude qu'a évoqué Marie-Louis, je vous propose en fait de parler déjà sur le contexte. Pourquoi en fait on a fait ce webinaire sur les incivilités, les émotions au centre de contact. Il y a plusieurs raisons. La plus évidente, c'est tout simplement parce qu'il y a plus d'incertitudes économiques, c'est plus tendu, il y a plus d'aléas climatiques qui font, en particulier dans le domaine des assurances, le fait que les gens sont beaucoup plus on va dire, tendus s'ils ont des problèmes sur les questions de remboursement, de délai. On a également une exigence des clients qui sont en augmentation, des budgets qui sont plus serrés. Et parfois aussi, dans certains secteurs, on voit bien qu'il y a certains acteurs qui bousculent un petit peu les normes et qui font que le niveau d'exigence augmente et on n'est plus prêt à attendre, on n'est plus prêt à ne pas pouvoir poser une question 24 heures sur 24, etc. Donc en fait, tout cela fait qu'il va falloir gérer et revoir sa manière d'avoir des interactions avec ses clients. Et c'est vrai que j'aime bien ce petit schéma dont je me suis inspiré de celui de Guillaume, où on montre bien que, OK, les entreprises évoluent en termes de formation, qualité, outils, process, donc ça augmente en fait la qualité de service dans vos centres de contact, mais le problème c'est qu'en même temps les attentes des clients augmentent parce qu'ils voient Amazon, parce qu'ils voient la Maïf, parce qu'ils voient la Fnac, etc., etc. Et ils se disent mais pourquoi c'est pas si simple avec vous qu'avec tous ces leaders? Donc en fait, le concurrent en expérience client, c'est bien sûr le meilleur de la classe. Après, je le disais, c'est aussi parfois un petit peu de notre faute. Puisqu'en fait, on sait très bien que certains canaux offrent moins de satisfaction de l'autre. Par exemple, le chatbot, où j'en ai parlé, il faut l'utiliser au bon escient, au bon moment, et toujours proposer une escalade, puisque le chatbot, c'est le canal de communication qui offre le plus d'insatisfaction et qui énerve le plus, avec 51% seulement de satisfaction. Et on voit que le niveau des très insatisfaits, c'est le plus fort. Donc attention à l'automatisation, il faut le faire à bon escient, autrement on a des clients qui sont énervés. Alors, pourquoi aussi il y a plus d'incivilité? C'est aussi un changement de culture. On voit bien que, les jeunes générations, c'est tout de suite. On veut chatter, on veut discuter, on veut Messenger. Donc les canaux digitaux, ça devient de plus en plus important pour eux. On veut plus passer au téléphone. Le mail, oui, quand c'est important, mais autrement non. On veut bien sûr, avoir ses réponses, mais aussi, en même temps, on voit bien l'émergence de plus d'incivilité, moins de retenue sur le vocabulaire. Et ça, c'est vrai que nos clients qui sont assureurs mutuels nous le disent. Maintenant, ça devient courant que les gens soient mal polis au téléphone. Et en plus, on voit bien tout ce qui est menace pour se lâcher, que ce soit j'appelle Julien Courbet ou je laisse des avis négatifs. Donc, on voit vraiment cet aspect incivilité qui est en forte croissance. Cette incivilité vient tout simplement d'un mécanisme. Souvent, au départ, il y a une frustration
Donc tout ce qui est impuissance, humiliation, je peux pas répondre, j'ai des problèmes, vous avez une position de force par rapport à moi, tout ça, ça fait de la frustration. Si cette frustration n'est pas traitée, on arrive sur de la colère, de l'émotion, une petite goutte qui fait déborder le vase. Parfois, c'est un contexte particulier ou quelque chose qui fait qu'on n'a pas eu sa réponse, qui fait que ah, je vais avoir une colère, et tout ça, ça mène à l'agression, qui peut être verbale, physique, ou tout simplement les menaces, comme je le disais précédemment. Donc cette incivilité, elle arrive pas par hasard. Alors justement, pour enchaîner là-dessus, Marie-Louis a présenté lors de la 64e convention de la marque une étude qui était super intéressante, qui était sur le climat de la relation client. Alors Marie-Louis, je te laisse peut-être en parler et prendre la main. Ouais. Alors pour les adhérents qui seraient éventuellement sur le truc, lors de la 64e convention, c'est bien la cartographie des services réclamation dont Ah, on a parlé. Et je vais en parler un petit peu, mais je reviendrai évidemment sur l'étude sur le climat de la relation client qu'on a bossé effectivement avec Benamon. Juste pour remettre un petit peu de contexte, alors ça va être un peu pédant, et puis je suis désolé, je vais redire sans doute beaucoup moins bien ce que Frédéric a pu dire il y a quelques instants. Il paraît que la meilleure rhétorique est la répétition, nous disait Bonaparte. Donc voilà, de revenir sur la marque, moins pour vous parler de l'association qu'avoir certaines choses en tête. Nous, effectivement, l'objet de l'association, c'est de travailler un point, qui effectivement, alors certains appelleront ça les irritants, l'insatisfaction, la réclamation, même si on a conscience que le mot utilisé a toute sa force. Mais voilà, nous, ce qui fait converger les entreprises et leurs représentants au sein de l'association, c'est comment finalement essayer de capitaliser sur l'insatisfaction des clients. Notre fameux slogan, c'est le fameux transformer le pépin en pépite. Donc là, vous avez vu, je suis passé sur l'univers du Seigneur des Anneaux. Et donc derrière, c'était pour vous montrer qu'il y avait une multitude d'entreprises, une multitude d'acteurs. Et voilà, ils sont tous dans cette quête, quel que soit leur point de départ, si j'ose dire, d'où parles-tu, camarade, quel qu'il soit. Voilà, ils ont cette intuition, ils ont cette volonté d'aller dans cette quête. Et du coup, on suit notre ami Gollum. Voilà, pour ceux qui ont suivi le Seigneur des Anneaux à l'époque, c'est le petit bonhomme qui se trimballe avec son anneau, et qui veut absolument le garder. Et puis il dit mon précieux, mon précieux. Et en fait, c'est pas mon précieux, c'est bien mon pépin qui veut nous dire du début jusqu'à la fin, parce que le slogan de la marque, c'est bien transformer le pépin en pépite. Et donc, pas de pépin, pas de pépite, finalement. Et donc, ce que l'association, à travers ses membres, ou plutôt ses membres portés par l'association et ses ions de faire, c'est de sensibiliser les entreprises sur l'importance, effectivement, de l'incident, de la frustration, de l'insatisfaction. Et donc, c'est là où il y a déjà, si j'ose dire, un premier lien assez naturel avec le sujet du jour, qui est finalement comment le client peut mener à dégoupiller. Et on voit bien déjà dans les propos que j'utilise, c'est que très souvent, malheureusement, il faut en avoir conscience, on est à l'origine effectivement du pétage de plomb, de l'incivilité, ce qui n'excuse en rien cette dernière, mais qu'on a notre part. Et donc, ce qu'on disait tout à l'heure, et pourquoi on se saisit du sujet, j'ai pu évoquer en intro, et pour tous les quelques-uns qui auraient pu arriver après, c'est de dire la réclamation, une fois de plus, c'est pas du masochisme, mais c'est bien de savoir finalement qu'est-ce qui dysfonctionne pour permettre à nos organisations de pouvoir fixer, donc réparer, améliorer, dans certains cas, aller jusqu'à l'innovation. Là, je crois que tout à l'heure, tu n'as pas évoqué dans les best in class Decathlon, mais Decathlon, à mes yeux, est un exemple type. Alors, Guillaume, qui est passé chez Decathlon, le géant bleu ne nous dira pas le contraire. C'est, voilà, Decathlon fait feu de tout bois de tout ce qui dysfonctionne et fait quelque part la preuve, non pas par la promesse, mais par les actes, que quand cette marque est au courant de quelque chose qui dysfonctionne, elle se fait fort de resatisfaire le client le plus rapidement possible. On le verra tout à l'heure en donnant des marges de manœuvre, etc. Et c'est d'améliorer, voire innover le produit. Dans certains cas, on va retirer le produit. J'ai une note inférieure, je crois à 4. On retire le produit effectivement de la marketplace ou de la vente en ligne. On va rebosser le produit. Puis et là, on voit déjà que c'est essayer de faire attention à ne pas frustrer le client, surtout quand on sait qu'il est frustré, parce que la communauté nous dit le produit n'est pas à la hauteur de la marque, de la promesse, etc. Innovation, resatisfaction, je l'évoquais tout à l'heure, voilà, avoir un client insatisfait, c'est finalement avoir la chance de savoir qu'il est insatisfait pour pouvoir le resatisfaire. Et on n'est pas dans une entreprise où le but c'est d'avoir des clients satisfaits. C'est bien d'avoir des clients satisfaits pour qu'ils soient fidèles et pour qu'ils puissent doper la recommandation de l'entreprise dans cette économie, dans ce système de la recommandation où finalement il y a tellement de défiance dans ce que peuvent dire nos marques. Alors certes, elles peuvent faire et donner envie d'eux, mais voilà, le bouche à oreille, voilà, la recommandation par des tiers, par des, on les appelle influenceurs ou simplement des camarades, est quelque chose d'extrêmement important. Donc voilà, comment doper cette recommandation et donc doper la performance économique en bout de ligne. Et puis ensuite, l'autre sujet qui est effectivement la transformation, c'est comment faire résonner cette voix du client, notamment quand il est insatisfait, non par masochisme, mais pour pouvoir repenser la manière justement dont on pense, dont on perçoit le client, dont on se met à son service,
car quand on n'est pas au service du client, il faut se demander au service de qui on est. Et donc voilà, donc, ça c'est non pas le credo, mais les convictions de la marque, ce fameux transformer le pépin en pépite, c'est se saisir effectivement de ces irritants, et donc quelque part essayer de déminer. Donc pour ça, on avait à l'écoute de nos membres, on essaie de s'appliquer ce qu'on recommande auprès des entreprises et des marques, et effectivement, au moment du Covid, et même déjà un peu avant, et on avait déjà mené une étude sur ce qui avait été appelé par nos amis universitaires. À l'époque, c'était encore Reims Management School, devenu Neoma Business School. On avait mené avec une équipe de chercheurs pluridisciplinaires un travail sur les comportements déviants. J'insiste, les comportements, pas les clients déviants, mais les comportements déviants, notamment dans l'expression de la réclamation. Ça avait donné lieu à pas mal non seulement de travaux, mais de contributions et de productions universitaires que vous pouvez trouver sur Internet. C'est signé des articles Suquet et Rouquet. Et notamment, ils avaient remis un petit peu en balance cette notion du client roi. Voilà, donc vous verrez, il y a pas mal d'articles là-dessus. Et il y a quelques années, on s'est dit, ça serait pas mal de remettre à jour, non pas cette étude, mais la manière dont clients et marques se comportent, quelle est la qualité de cette relation client. Et donc, on avait approché cette fois-ci notre grand copain Christophe Bénavent de Dauphine pour voir si cette impression, ce ressenti finalement d'une montée en tension de la relation entre les clients et nos marques était effectivement une impression, une sensation, mais qui n'avait pas de fondement réel. Et du coup, d'autant que nous étions sortis du Covid. Et donc, on a mené une étude pour voir effectivement ce qui se passait. Et là, de manière très triviale, très condensée, je vais vous en donner quelques enseignements, pour ne pas dire l'enseignement, parce que ça ne sert à rien, si je veux dire, de tortiller. Il y en a un qui est fort et sur lequel, je pense, rebondira fortement d'ailleurs. Et quand on a lancé cette étude, voilà, on était, et on reste encore dans une session qui était extrêmement inflationniste. Donc là, c'est les cavaliers de l'apocalypse, les anneaux. Et donc voilà, on était une période d'inflation sécuritaire, question de turnover aussi, c'est quelque chose dont on pourrait parler. Effectivement, quand vos collaborateurs changent, voilà, vous savez vous-même en tant que client à quel point ça peut être irritant, ce qui est un euphémisme. Et puis également pour les managers, d'avoir à former, reformer. Et en plus, quand on a de la difficulté voilà, ça engendre des difficultés qui sont senties par tous. Et puis il y avait également la dimension sanitaire qui, elle, a disparu, me semble-t-il. Mais voilà, du coup, on pressentait à travers l'étude qu'on allait se taper tout ça. Et puis il y avait un autre point qui, moi, me semble au moins aussi important que les autres, et il faut bien que vous l'ayez en tête, vous, acteurs de la relation client, c'est que, contrairement à toute attente, à toute idée reçue. En tout cas, moi, ça a été le cas. Quand je me rappelle, c'était il y a une quinzaine d'années, on avait découvert cette première étude qui était sortie par Quelcoup à l'époque et qui présentait les Français comme les moins réclamants du monde occidental. Et à l'époque, avec Daniel Ray, justement, l'étude, on était un peu tombé de notre chaise. Et parce qu'on s'est dit, non, le français, il est réclamant, etc. Et puis, quand on allait dans le détail, après des interprétations, etc., non. Il est réellement pas réclamant. En fait, le français, il est extrêmement querelleur, il est extrêmement râleur, mais il a une telle défiance à l'égard de nos boîtes que finalement réclamer, ça voudrait dire, en fait, je me suis fait baiser au tirage, c'est-à-dire en gros, j'ai acheté un produit ou un service qui n'était pas à la hauteur de ce que j'attendais. Et je ne vais pas en plus aller réclamer parce que je me ferais avoir au grattage. Et donc, en fait, il faut bien avoir ça en tête, c'est que très souvent, quand le client vient nous voir, c'est qu'il le fait jamais par plaisir. Souvent, il y est presque, j'allais dire, acculé, mais spontanément, il ne vient pas, en fait. Le taux de réclamation dans les produits très courantes, de consommation très courante, on l'évalue à 4%. C'est-à-dire qu'en gros, sur 100 produits qui dysfonctionnent, dit-on, à travers les études qui sont encore à dispo, c'est sur 100 produits qui dysfonctionnent, il y en a 4 qui donneront lieu à une réclamation. Voilà. Donc on voit bien que le client, quand il arrive, souvent, il est déjà dans un état de charge, je ne vais pas dire émotionnel, pas forcément, mais voilà, c'est pas quelque chose de spontané, et souvent, quand il vient, il peut être au bout du rouleau. Ouais, donc on a quelqu'un qui est déjà sous pression quand il arrive au service client.
Très souvent, c'est vraiment le cas. Donc, il ne faut pas se dire le français, il réclame par plaisir. Nous, c'était vraiment l'image. Et puis après, bon, c'était Algorand et Cahuc, tout ça, la société de la défiance. Donc après, quand on détricote, ce que je vous ai donné paraît évident, que le français n'est pas réclamant, mais c'est bien un truc qu'il faut avoir en tête. D'ailleurs, mettez en regard vos taux de clients insatisfaits et vos taux de réclamation. Quand une entreprise nous dit nous, tout va bien, on n'a pas de réclamation, et que leur taux de SAT est à 70 ou moins, vous voyez l'écart. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont tellement insatisfaits, ils ont tellement peu confiance en votre marque, qu'en fait, ils préfèrent partir que de réclamer, ou en tout cas, ils partent un petit peu. L'autre point, du coup, par rapport à ces fameux chevaliers de l'Apocalypse, c'était de dire, effectivement, comment va-t-on gérer la situation? Et la Gandalf, avec sa phrase mythique, You should not pass, si, en fait, ils vont passer, parce qu'en fait, la pression est telle que voilà, elle s'exprime, et je pense que vous tous, malheureusement, acteurs de la relation client, que vous soyez en contact direct ou à travers les équipes ou ponctuellement comme manager, encadrant, ce que vous voulez, ou en faisant de la double écoute, on se rend compte que cette montée de la pression, elle est effectivement de plus en plus forte. Je ne sais pas quel sera l'objectif, pas l'objectif, mais le résultat du sondage qu'a lancé Frédéric sur l'incivilité au cours des derniers mois. Alors, il y a 70% de personnes qui ont dit oui et 19% non. Mais je pense que c'est parce qu'on a aussi un panel de personnes qui sont intéressées par le sujet, mais c'est vrai que c'est un montant très important. Après, voilà, on en reviendra aussi, c'est important de définir les termes. Qu'est-ce que l'incivilité? Je pense que c'est sans doute quelque chose que doit également Guillaume en tête, mais voilà, de quoi parle-t-on, comment on le définit, mais voilà, donc ce fameux You should not pass, et du coup, de cette étude, ce qu'on avait identifié, notamment à travers un groupe de travail, ce qui est important pour déminer cette pression, au-delà de donner des marges de manœuvre, etc., auprès des équipes, à l'égard du client, pour reprendre effectivement l'analogie de notre bon Gandalf, c'est de reprendre peut-être ces 3 items. Alors, on pourrait les reprendre. Moi, c'était Jeanne Bordeaux qui, à une époque, avait parlé de marque Ange Gardien. Moi, j'avoue que ça m'avait fortement interpellé. Et en fait, je me dis, tiens, comment... Et en fait, la notion d'ange gardien, il y a un peu cette image d'Épinal qui est la lumière, les ailes, finalement, et l'épée. Et si on décline, c'était effectivement, avec la lumière, c'était d'éclairer pour donner de la visibilité, finalement, au client. Il n'y a rien de pire quand vous rentrez déjà de manière extrêmement contrainte dans un process ou une démarche de réclamation. Vous le faites rarement une fois de plus par plaisir, vous le faites souvent parce que c'est le bout du bout, ou en tout cas, c'est pas le moment fun. C'est de permettre, vous, en tant que marque, et donc de donner la possibilité à vos collaborateurs, à travers les process, etc., de pouvoir donner de la visibilité aux clients. Voilà, dans combien de temps je vais avoir une réponse, d'avoir des engagements, d'avoir une réassurance quotidienne, bref, de borner. Finalement, et il y a une étude qui avait été menée par un adhérent il y a quelques années, où en fait, ils avaient fait deux cibles. Une cible auquel ils avaient fait tout en sorte pour répondre très vite à des clients. Et donc, imaginons, ils avaient répondu en 7 jours, mais sans avoir rien précisé. Donc, ils ont reçu la réclamation, ils ont traité en moyenne 7 jours une première cible. Et puis, une autre cible à qui ils avaient apporté un accusé-réception. Et ils avaient dit, voilà, on vous répondra sous 15 jours. Et l'autre cible avait été répondue donc, dans un délai plus long, donc sous 15 jours et non sous 7. Et en fait, je vous le donne dans le mille, la seconde cible qui avait été répondue sous 15 jours était nettement plus satisfaite du traitement et de la gestion du temps qui avait été accordé au traitement de la réclamation que l'autre cible, l'autre population, qui avait une réponse plus rapide, mais qui avait été un peu lâchée dans la nature. Donc voilà, donner de la visibilité aux clients. Pour reprendre l'image Gandalf et de l'ange gardien, voilà, défendre avec ou protéger. Voilà, avec les ailes, notamment dans l'univers de l'assurance, voilà, c'est dans le temps de la réclamation, c'est au-delà du « je vous ai compris », c'est déjà qu'est-ce que je peux faire effectivement dans l'instant. Dans l'univers de l'automobile, ça va être, je sais pas, mettre à disposition une voiture de courtoisie, faire connaître aux clients les droits dont ils disposent et souvent qu'ils ignorent. Et puis il y a également le protéger, où là, ça va être plutôt l'épée, qui est de dire, des fois, c'est aussi de prendre fait et cause pour le client dans l'entreprise, pour faire évoluer la jurisprudence ou des choses auxquelles ils ont. Et là, je vais faire allusion à l'étude qui a été présentée très récemment, qui est non pas sur le climat de la relation client, mais sur la cartographie des services réclamation client qu'on a menée avec Init, GEM et Lyon 3, qui a été présentée il y a 2 semaines, où là, il est sur les 90 items sur un spécifique réclamation à laquelle 170 entreprises ont répondu. Voilà, notamment, il y avait cette mention où aujourd'hui, en fait, on a 49% des entreprises qui donnent les coordonnées de la personne traitant la réclamation.
Voilà. Et ça paraît bête, mais c'est un moyen également de se mettre à proximité. On parle beaucoup de proximité, mais il y a encore beaucoup d'entreprises qui vont donner un nom générique, qui vont se cacher, qui ne vont pas donner de coordonnées, etc. Là, au contraire, c'est d'être dans la personnalisation et dans la proximité. Si vous donnez les coordonnées à votre client réclamant, justement, vous ne vous bunkerisez pas, vous vous mettez quelque part à sa disposition, à sa disponibilité. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, si en plus vous donnez un délai de réponse, ça sera plus facile de staffer également les équipes parce que vous aurez beaucoup moins, paradoxalement, de contacts entrants pour savoir où en sont les demandes. Parce que le client a la possibilité d'avoir un moyen d'action sur le client. Et c'était aussi des choses qui étaient ressorties à l'occasion de l'étude. Ah, là, il y a ton micro qui est... voilà, ça a dû bouger légèrement. Bon, peut-être. Et je ne vous parle même pas effectivement de l'acuité réception, qui est un basique qui permet effectivement au client de savoir que la réponse a été communiquée. Voilà. Et aujourd'hui, donc, on est à 64% d'entreprises qui communiquent systématiquement également un délai de réponse avec également un warning. Et warning parce que ça fait quelques années qu'il chute, c'est sur les entreprises qui se fixent des objectifs de délai de réponse en interne. Là, effectivement, il faut qu'on arrive à reprendre la main et donc à nous de resensibiliser pour que tout le monde se sente partie prenante et que quand un chargé de clientèle ou un chargé d'affaires donne une information en disant on vous répondra sous X jours, qu'il sache qu'il est soutenu parce qu'en interne, il y a une procédure, je ne sais pas comment on appelle ça, qui va dans ce sens-là. Et puis, autre chose présentée il y a quelques jours, c'est sur le fait qu'on a aujourd'hui près de 30% des entreprises qui mettent en place les trois choses, à savoir l'accusé-réception, les délais, et puis l'information sur l'avancement du traitement de la réclamation, parce qu'évidemment, si vous n'êtes pas capable de tenir les délais qui ont été annoncés, le client il est capable de le comprendre, parce que si vous avez une expertise ou une contre-expertise qui doit être mise en place, ou parce que le problème est plus technique qu'il n'y paraissait à l'occasion de la première visite, il peut tout à fait comprendre qu'il faille revenir dessus. Et en tout cas, c'est ce que nous disent les adhérents et leurs chiffres en termes de SAT. Donc derrière, voilà, il y a bien cette idée de donner de la visibilité, de défendre et de protéger. Et puis ensuite, là, et puis ça sera la passe pour Guillaume. Et puis je ne vais pas trop m'étendre parce que sinon je tirerai maladroitement le tapis, ce qui va sans aucun doute nous partager. Ce qu'on avait pu voir à travers l'étude, c'est que, rassurez-vous, quel que soit votre secteur d'activité, ce que tous les résultats nous montraient à partir des 1000 responsables et acteurs de la relation client en contact avec le client, je crois qu'ils étaient 1200 à avoir répondu à cette étude menée avec Christophe, c'est que tous nous faisaient part d'une vive augmentation de cette pression du climat de la relation client. Il y avait juste un petit secteur qui se distinguait. C'était le secteur de l'immobilier, parce que eux, c'était pas horrible, c'était catastrophique. C'est-à-dire qu'en fait, eux, c'était vraiment le secteur qui croisait tous les problèmes d'inflation, de problèmes de parc, de mobilité sanitaire, etc. Et donc, voilà, tout le monde était sinistré, en dehors de l'immobilier, qui lui était sinistré, et qui se dégageait. Donc, ce n'était pas une impression de monter en pression de l'incivilité, c'était une réalité. Alors, ça peut paraître être une évidence de vous dire ça, oui, tiens, il faut attendre ça pour une étude pour en avoir la confirmation. Oui, parce que là, certaines fois, sur ces sujets qui peuvent être émotionnels, on peut aussi se monter le bourrichon. Là, non. Ce qu'on a pu montrer et faire la démonstration, c'est qu'il y avait réellement une augmentation de cette incivilité dans le climat de la relation client. Si vous voulez les chiffres très concrets, vous pouvez taper Christophe Benavon, Amar, climat de la relation client, vous aurez plein d'informations avec des chiffres, si c'est ce que vous souhaitez. Moi, j'ai apporté plutôt une bande-son générique, mais il y a plein de webinaires qui sont en libre accès qui vous permettront d'avoir tout ça. Et pourquoi je parlais de Guillaume tout à l'heure, c'est que ce qu'on a pu constater toutefois dans cette étude, c'est que quel que soit le secteur d'activité, pour les entreprises, ou en tout cas pour les collaborateurs qui nous disaient définir leur entreprise comme étant extrêmement orientée client, donc pour les collaborateurs qui définissaient leur entreprise comme étant extrêmement orientée client, ces mêmes collaborateurs étaient les seuls dans le panel à nous dire qu'ils étaient moins sujets, ils percevaient moins cette augmentation de l'incivilité et de la tension de la relation client. Donc, c'est ce que nous a dit
cette étude. Alors du coup, forcément, je vais voir peut-être comment réagira Guillaume par rapport à ça. Mais en tout cas, chez nous, sur cette étude, voilà, ces entreprises, et alors ça peut paraître quelque part peut-être logique, c'est qu'effectivement, si vous vous concentrez sur la satisfaction du client, la satisfaction du collaborateur, et donc en gros, si vous vous mettez tout en branle pour être orienté client, je pense que déjà le collaborateur, il y a un premier effet, c'est l'entreprise ne me laisse pas en rase campagne, elle met tout en place pour essayer de m'aider. Parce qu'elle met des procédures, elle m'aide, elle monte à me former pour être en capacité de répondre davantage aux insatisfactions du client. Et puis évidemment, quand vous mettez le poids du corps sur la satisfaction du client, à dégager les irritants, à faire en sorte que le parcours soit le plus fluide, que les promesses soient tenues, évidemment, en bout de ligne, vous avez ce qu'on a évoqué tout à l'heure, un client qui sera moins satisfait quand il montera effectivement en contact du service client. Et donc voilà. Et donc forcément, y avoir des collaborateurs satisfaits, c'est aussi avoir des convives qui sont plus sereins. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le temps imparti, puisque je crois que j'ai tenu quasiment. Alors, j'ai justement mis dans le chat l'étude de Lamarck et de Christophe, et donc vous pourrez regarder le petit replay qui est dedans. Alors justement, c'est une très bonne transition. On a dit que la culture client aidait à mieux gérer les incivilités et les émotions. Donc, Guillaume, je te laisse justement la main sur ce sujet-là. Merci Marie-Louis. Marie-Louis, tu as tout dit. Je pense que je vais essayer de pas développer. je vais rester 2 minutes. Alors, c'est une bonne transition en effet. Et vous parlez du rôle de la culture client dans ces phénomènes d'incivilité. Juste avant de dérouler, oui, c'est important de savoir de quoi on parle. Souvent, quand on parle du traitement des incivilités, on se met souvent à la place d'un collaborateur qui doit gérer un client qui va être impoli. Moi, je vais prendre un pas de côté pour dire que ce qui va nous intéresser, c'est pas forcément que les clients impolis, irrespectueux, etc., mais les clients énervés au point de mettre en inconfort la personne avec qui il est en contact. Première chose, donc c'est l'incivilité au sens large. On est face à un client qui est agacé, énervé et qui le fait entendre. Bon. Et ce qui va m'intéresser aussi, c'est pas tant comment on gère cette personne-là que pourquoi elle est devenue comme ça. Effectivement, la personne qui doit gérer un client qui est extrêmement énervé, c'est pas confortable pour elle, mais elle n'est pas responsable. Notre collaborateur ou une collaboratrice n'est pas forcément responsable de ce phénomène. En revanche, autre chose dans la relation client a amené ce client à être énervé. Donc, si on veut aider un collaborateur à savoir gérer des clients énervés, faisons en sorte qu'ils ne soient pas énervés. D'où la boucle avec l'orientation client des organisations. Donc, vous voyez, je vais défocuser un petit peu. On va revenir évidemment sur la relation client et les plateaux de relation client proprement dit, mais on va défocuser un petit peu pour savoir de quoi on parle. Donc, la culture client, c'est évidemment quelque chose auquel on croit beaucoup et on a pu observer depuis une dizaine d'années maintenant à quel point ça fonctionne et ça fait la différence entre les organisations. Mais un petit rappel théorique. La culture client, c'est pas ce qu'on fait. La culture client, c'est ce qu'on pense. Sauf que c'était pas un scoop si je vous dis qu'on ne fait bien ce qu'on pense bien. Essayez d'embrasser une personne que vous n'aimez pas. Embrasser quelqu'un, c'est le résultat d'une attitude. C'est le résultat d'un état d'esprit. Je l'aime, donc je l'embrasse. Si je suis obligé d'embrasser alors que je n'aime pas, ça ne va pas bien se passer. Même si je respecte mon geste métier et qu'on m'a formé à savoir comment il fallait embrasser. Donc, quand on parle de culture client, on ne parle pas de ce qu'on fait. Et j'en ai marre, voilà, c'est l'occasion, j'ai une audience pour le dire, d'entendre tous les jours ces confusions entre culture client et expérience client. On peut très bien exécuter des process, des pratiques qui sont de nature à améliorer l'expérience client, mais donc ça c'est une chose, mais si on veut bien le faire, il faut que la culture client soit au rendez-vous. On peut très bien avoir des belles pratiques orientées client, au service de l'expérience client, mais dans une entreprise qui n'est pas orientée client, et ça va finir par se voir. Bon. Et inversement, on peut avoir une entreprise fortement orientée client, il y en a beaucoup dans les PME ou dans les ETI, qui n'ont pas les process en faveur de l'expérience client. Et pourtant, tout se passe très bien. Et parce qu'en fait, ils ont un ancrage, une culture, une appréhension interne de la volonté de rechercher la satisfaction client, et ça de façon partagée dans toute l'organisation. Bon. Donc, ce qui va vous intéresser, là, c'est l'attitude, c'est l'état d'esprit de nos collaborateurs. Donc, on va sortir de l'idée de qu'est-ce qu'ils font, nos collaborateurs,
pour aller vers qu'est-ce qu'ils pensent. Parce que s'ils pensent bien, ils feront bien. Première chose. Alors, pourquoi je vous dis ça? J'ai pu capter récemment chez un de nos clients, dans le cadre d'une formation, alors la formation elle est très longue, hein, c'est une formation à la gestion des incivilités. Et dans le cadre de la formation, il est présenté comme une sorte d'injonction aux collaborateurs du service de la relation client de dire, on vous demande, nous collaborateurs, vous collaborateurs, collaboratrices de l'entreprise, d'arrêter de dire à notre client que c'est pas possible, que vous ne savez pas, que c'est pas de votre faute, etc. Donc il y a et c'est normal, parce que les clients en ont marre d'entendre cette fin de non-recevoir à leurs problèmes qu'ils remontent dans un service client. Et donc, on demande aux collaborateurs de faire ça. Sauf que, et c'est là qu'on touche du doigt le sujet de la culture, pour réussir de façon sincère, comment dire, positive, franche, ce genre de discours de la part d'un collaborateur, il faut qu'il le ressente. Comment va-t-il dire, comment ne va-t-il pas dire que c'est pas de sa faute s'il pense que c'est pas de sa faute et que c'est la faute de son copain qui est l'autre branleur qui a rien foutu là? S'il le pense pour de vrai, il va falloir qu'il prenne sur lui pour dire qu'en fait, en réalité, il est aussi un peu responsable alors qu'il pense que c'est pas du tout lui, c'est pas sa faute. C'est vachement difficile de devoir suivre des comportements qui sont certes de nature à améliorer la satisfaction client si je pense l'inverse. Ouais et surtout Donc, comme tu le dis, au bout d'un moment, à la fin de la journée, quand après 10 appels, tu t'es fait engueuler 3 fois au téléphone, tu peux plus enfin, tu as plus la capacité à avoir cette empathie et à, entre guillemets, «jouer un rôle», quoi. prendre sur soi, ça prend un peu d'énergie, en effet. Donc, donc, en fait, ce qui va nous intéresser et ce qui fait la différence entre les organisations, c'est l'état d'esprit des collaborateurs. Qu'est-ce qu'ils pensent? Donc, bon, le travail maintenant est fouillé et étayé. Et ce qui se trouve dans la tête de nos collaborateurs en matière de préoccupation client est issu de 2 grands piliers, hein. D'abord, il y a ce qu'il vit dans l'organisation. Il arrive le matin au travail, il ouvre son ordinateur, il allume son ordinateur, il a des outils, il a des process, il a un manager qui l'appelle dans son bureau pour lui faire une remontrance ou au contraire le féliciter sur un truc. Il a des collègues sur qui il peut compter ou pas compter. Bref, il a une histoire. Il baigne dans un bain culturel. On l'anime sur le retour de la voix du client ou pas. On lui met une pression ou pas. On l'aide ou pas. Bref, de sa vie dans l'organisation, par couche de sédimentation successive, va apparaître dans une partie de son état d'esprit l'idée selon laquelle, chez nous, dans mon entreprise, la recherche de la satisfaction client est au centre de nos préoccupations, j'en suis certain. Il ne va pas se le dire comme ça, mais ça va construire cet état d'esprit. S'il se dit ça, alors déjà, on a gagné la moitié de la guerre. Sauf que c'est complexe, ça demande une organisation, ça demande des rituels, ça demande une application managériale, ça demande un suivi d'indicateurs de performance, ça demande un vrai sujet sur le vrai traitement de la voix du client, ça demande de l'amélioration continue, ça demande de l'autonomie, de la responsabilisation, bref, je ne vais pas vous les sortir, il y en a 50 des critères. Ce n'est pas que la voix du client, hein. Quand j'ai un collaborateur qui ne peut pas changer un process, alors qu'il sait que c'est pas bon pour le client, parce qu'il aurait trop à perdre de changer ce process-là, parce que lui, son matricule de l'entreprise, ça va être compliqué pour lui s'il change ce process-là. Donc, il lève le stylo, il dit, je suis désolé, monsieur le client, je peux rien faire. Mais c'est pas lui qui veut pas. C'est qu'il a compris dans son entreprise que c'était pas possible. Donc, il y a tout un tas de vie dans l'entreprise. Son expérience va l'amener à mettre le frein à main, ou au contraire, à être dans la bonne posture pour traiter des sujets clients. La deuxième chose qui va être nécessaire dans son attitude, hein, c'est son état d'esprit, sa culture personnelle. Il y a certes, je vis dans une entreprise qui me donne les bons leviers, les bons signaux, qui m'aident, qui m'accompagnent, qui me poussent. Et, voilà. Et puis, il y a moi, avec mes propres convictions personnelles. Vous prenez un collaborateur qui n'est pas du tout à l'aise avec ses sujets clients, qui, quand il était plus jeune, il a travaillé en magasin, il détestait ça, il travaillait dans un restaurant, il détestait ça. Lui, ce qu'il aime bien, c'est derrière son ordinateur et faire du code. Voilà, c'est comme ça. Et ben, cette personne-là, parce que c'est son choix, c'est comme ça, eh bien, même si vous le mettez dans un bain culturel très anti-client, peut avoir, en moyenne, plus de difficultés à penser client, alors qu'il est dans le bon bain. Parce qu'il n'a pas ces réflexes-là, ces automatismes-là. Donc, on doit gérer ça. On doit gérer en tant que manager, en tant que dirigeant,
en tant qu'organisation, on doit gérer un bain culturel, hein, propice à mettre les collaborateurs de bon état d'esprit, mais on doit aussi, dans le cadre de la formation, du suivi, de l'animation des équipes au niveau le plus fin, hein, individuel, faire muscler ce niveau de préoccupation client qui est totalement personnel. Et c'est complexe, hein, parce que si on veut creuser, j'irai pas plus loin pour creuser là-dessus, parce qu'on n'a pas que ça à faire, mais juste un cran en dessous, si on veut creuser la préoccupation client personnelle d'un collaborateur, Jean ou Marie, eh bien, comme j'ai besoin que Jean ou Marie soient des collaborateurs qui sont obsédés par le client, alors certes, je vais les mettre dans le bon bain culturel, ça je n'en reparle pas, c'est mon organisation, c'est mon mode de management, c'est des rituels, c'est le KPI, c'est la voix du client, bref, tout ça, les outils. Mais aussi, il va falloir qu'ils aient ce sens du client. Et là, ça commence à être complexe. Si on fait référence à Kahneman, ça date un peu, c'est 2002 ou 2006, je ne sais plus, il était prix Nobel d'économie. Et cet homme-là nous a montré qu'en réalité, nos comportements, nos postures sont parfois prises sous l'empire de notre réflexion, de notre rationalité, ce qu'il appelle le système 2, hein, lié à notre capacité à réfléchir, mais parfois, et souvent d'ailleurs, pris sous l'empire de nos automatismes de pensée. Pourquoi on vous dit ça ? Parce que les entreprises forment beaucoup les collaborateurs en leur expliquant les choses, en tâchant de les convaincre, voire de les entraîner, et là on est sur le système 2. On est comme un médecin qui reçoit un patient qui a du cholestérol, et le médecin va lui expliquer, science à l'appui, qu'il faut faire un régime. C'est indiscutable, monsieur le patient. Ok, j'ai compris, je vais faire un effort. Je vais faire un régime. Il rentre chez lui, il est convaincu, déterminé, il va faire un régime. Bon, il se trouve malheureusement que 15 jours après, il va bouffer des frites et des hamburgers. Et là, le médecin fait, mais t'as pas compris ou quoi ? Et en fait, c'est pas une question de système 2, là, c'est une question de système 1. On est parfois rattrapé par nos automatismes qu'on ne peut pas contrôler. D'ailleurs, vous les avez dans vos équipes, hein. Il y a des gens que vous pouvez former, avec qui ça prend tout de suite, ça match, ça passe, ils ont la bonne attitude face à un client mécontent, puis d'autres, ils n'y arrivent pas, quoi. Pourtant, ils ont eu la même formation, ils vivent dans la même entreprise. Et ça ne fonctionne pas parce que les automatismes ne sont pas au rendez-vous. Donc, en résumé, on est en train de se dire, et c'est complexe, hein, si je veux, et c'est le sujet clé, avoir des collaborateurs avec le bon état d'esprit, il faut que je les mette dans le bon bain culturel, il faut que c'est des personnes qui aient compris, qui soient convaincues, qui soient engagées, système 2. Il faut que ce soit des personnes qui aient ces automatismes, ce sens du client, comme on peut dire. Un jour, je suis rentré dans une convention. Le titre de la convention dans une entreprise, c'était « Pensons client ». Donc, ils avaient bien compris que le sujet était là. Il fallait penser, il fallait avoir cette attitude. Sauf qu'on ne peut pas avoir cette injonction. On ne peut pas demander aux collaborateurs de penser. Ils pensent ce qu'ils veulent. Par contre, ils ne font pas ce qu'ils veulent. Et donc, nous, en tant que manager, on amène des collaborateurs à faire. Ça, on est fort, hein. On détermine des comportements, on fait des checklists, on fait des audits, on fait des visites mystères ou des appels mystères, ça on sait faire. Par contre, on ne peut pas leur dire « pense ». Ils pensent ce qu'ils veulent. Donc on peut juste les amener et créer les conditions pour les amener à penser. Alors, maintenant que j'ai fait de la théorie, je vous partage quelques éléments de pratique que j'observe. Alors, je suis beaucoup aujourd'hui, en ce moment, depuis 6 mois, dans le monde de la banque et de l'assurance. Donc, et comme j'ai préparé ce support la semaine passée, évidemment, mais des exemples de ce secteur-là me sont revenus en tête. Bon, pour vous présenter l'impact de ce que je voulais vous raconter là sur la théorie. Donc, vous savez, il y a des sociétés de retail banking qui, pour des raisons de temps consacrées à l'administratif, des collaborateurs qui sont dans les agences bancaires, hein. Vous savez, il y a de moins en moins d'agences bancaires. Et donc, ces collaborateurs ont besoin de plus en plus de temps administratif et donc ont moins de temps pour s'occuper du client. À quel ça ne tienne, hein, c'est pas très grave, hein. Voilà une entreprise qui décide de fermer l'accès au public des agences une demi-journée ou une demi-journée par semaine. Donc l'agence est ouverte. Enfin, vous pouvez c'est souvent il y a des SaaS, hein. Vous rentrez dans le SaaS, là où il y a les DAB, etc., les machines de retrait, etc. Et ensuite, du SaaS, vous avez accès à l'agence en tant que telle où il y a les collaborateurs. Donc, vous pouvez entrer dans le SaaS, il y a de la lumière, il y a tout le monde qui travaille et tout, mais vous ne pouvez pas rentrer dans l'agence. Et pourtant, c'est marqué à l'extérieur, agence ouverte de 8h à 17h, mais une fois que vous êtes dedans, il y a une petite affiche écrite en papier avec c'est uniquement sur rendez-vous l'après-midi ce jour-là.
Et là, vous avez un client qui, évidemment, il a un problème urgent. C'est-à-dire qu'il doit récupérer une carte de paiement, par exemple, hein, parce qu'il doit partir à l'étranger. Ça va faire écho à mon exemple d'après. Et donc, il faut vraiment qu'il l'ait. Et donc là, il tape à la porte, évidemment, parce qu'il voit les gens qui sont dedans. Et là, vous avez plusieurs situations qui peuvent arriver. Parce que dans l'exemple que je suis en train de vous dire, le client, il tape à la porte, il voit un collaborateur se lever, regarder un peu par-dessus là, et il se rassoit. Mais vous devenez dingue, en tant que client, vous devenez dingue. Et donc, moi, ce qui m'intéresse là, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne qui s'est levée pour voir ce qui se passait, et puis qui s'est rassise. Et donc là, il faut tirer la ficelle de ce qu'on a dit. Il peut y avoir plusieurs choses. La première, c'est, oulala, moi, on m'a dit que c'était fermé aux clients l'après-midi, quel que soit le coût client, parce que j'ai compris que c'était pas ça qui était important dans mon entreprise, sinon ça se saurait. Donc, moi, je fais ce qu'on me dit. Et donc, je me lève pas. Ça pourrait être aussi, la semaine dernière, je me suis levé pour ouvrir un client, je me suis fait engueuler par mes collègues parce qu'ils me disent, putain, si je commence à ouvrir à tous les clients, on ne pourra pas s'en sortir. Donc, l'espèce de préoccupation client personnelle que je pourrais exprimer a été foulée aux pieds par mes collègues qui m'empêchent de le faire. Et donc, comme j'ai quand même envie de bien vivre avec mes collègues, je vais me freiner sur ce genre d'intention après. Donc, vous voyez qu'une décision process d'une organisation qui avait cet esprit quand même de vouloir laisser du temps aux collaborateurs pour bien faire leur métier, alors du temps administratif, au bout du bout, peut renvoyer dans la tête des collaborateurs que si les clients étaient si importants que ça serait de mon entreprise. Et donc, si je n'ai pas suffisamment de supplément d'âme personnel, je m'en fous, moi aussi j'arrête là. Et donc, nous voilà, avec des clients qui sont frustrés, énervés, qui le lendemain, quand ils arrivent le lendemain matin, j'en me pète à l'accueil. Mais faute à qui ? Après, on dit il faut apprendre à la fille de l'accueil de gérer les activités. Non. Il faut apprendre à l'organisation et toutes les fonctions qui s'occupent, manager et qui s'occupent de prendre ce genre de décision, d'avoir ça en tête. Ça, c'est la partie majeure. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des clients qui sont pas gérés, évidemment, mais parce qu'il y a des gens qui sont insultants et respectueux, mais je suis plutôt sur le terrain, vous avez vu, un peu plus large des clients frustrés et énervés. Allez, je reste dans mon univers, après je changerai, je vous promets. Mais celui-là, il est trop intéressant pour ne pas s'y attarder. C'est un vrai exemple de deux clients d'une même banque, mais pas de la même agence, vivent à peu près dans le même tempo, le même problème, à savoir, je vais, moi, client, partir à l'étranger dans un mois, et je me rends compte que ma carte de paiement va expirer pendant mes congés à l'étranger. Donc, je demande à mon conseiller de bien vouloir, si c'est possible, anticiper la livraison de ma nouvelle carte de paiement avant mon départ en congé dans un mois. Le client 1 et le client 2 de la même banque, de deux agences différentes, font la même démarche. Évidemment, c'est possible, le collaborateur prend note de la demande et s'exécute. 5 jours avant le départ en congé, on est lundi, le départ a lieu le samedi, les deux clients n'ont pas reçu leur carte à domicile. Donc, ils appellent leur conseiller. Le client numéro 1 appelle son conseiller qui regarde sur son ordinateur et qui est en train de dérouler. Il dit, mais je ne comprends pas. La carte, elle a été commandée, elle a été fabriquée, elle a été expédiée il y a maintenant une semaine. C'est pas normal que vous ne l'ayez pas reçue. Bon, il reste encore 5 jours, croisons les doigts, lui dit-il. Et donc, un client qui est évidemment en stress, qui a envie de s'énerver, qui s'énerve d'ailleurs, il dit, mais enfin, vous n'avez pas une solution, écoutez, attendez encore 5 jours, machin. Le deuxième client de la même banque, mais d'une autre agence, appelle son conseiller, qui a le même problème, à savoir, je ne comprends pas, elle a été expédiée il y a 10 jours, vous devriez l'avoir reçue, il doit y avoir un problème avec la poste, dit-il. En revanche, ce que je peux faire, c'est vous peut-être lancer une procédure de fabrication en urgence. Ah, c'est génial. Comment ça se passe ? Moi, je vais faire la commande là dans l'heure, je la recevrai, votre nouvelle carte, à l'agence dans 3 jours, pas chez vous. Est-ce que ça ne vous dérange pas de venir à l'agence récupérer votre carte ? Merci, vous me sauvez la vie, c'est génial, etc., etc. Bon. Donc, dans un cas, on a un client ravi, dans un autre cas, on a un client énervé, et donc, le manager me dit, écoutez, allez voir ce client, ce collaborateur de l'agence numéro 1, et formez-le, expliquez-lui ce qu'est la culture client, expliquez-lui la façon dont il faut gérer les clients, etc. Ok, bon, et en rencontrant ce collaborateur, je lui dis, bon, alors, racontez-moi. Donc, il dit, voilà, moi, j'ai fait mon job, et j'ai demandé, moi, la poste, j'y suis pour rien, j'ai fait mon job. Et là, je lui dis, mais la procédure de fabrication en urgence, vous ne connaissez pas ? Il dit, si, je connais très bien. Et pourquoi vous ne l'avez pas proposé, lui dis-je. Et il me répond,
Vous savez, mon petit monsieur, l'année passée, ça m'est arrivé. Un client, la même situation. J'ai lancé la procédure de fabrication d'urgence. Je devais la recevoir 3 jours à l'agence. Et 3 jours après, je ne l'avais pas reçue à l'agence. Parce qu'il y avait Martine, Julien et Joseph, la fonction support, ils avaient ça comme taf. Il y en a un qui était en congé maladie, l'autre qui était en congé maternité. Bref, ils n'avaient pas de temps, ils l'ont pas fait le job. Et 3 jours après, le client est arrivé. Et c'est moi qui me suis tout pris sur la figure. Donc vous savez quoi? Moi, j'arrête de m'exposer. Ils veulent plus, moi aussi j'arrête. Et je baisse les bras. Donc voilà un collaborateur qui pourrait bien faire, qui a la bonne énergie, mais qui a le sentiment de vivre dans une organisation dans laquelle il n'est pas aidé. Et donc ça crée de l'incivilité, mais faute à qui? Et donc en fait, l'incivilité que vivent nos clients, et là on est en train de prendre un exemple, ça touche les fonctions support, que personne ne voit, que, en tout cas qu'aucun client ne voit. Et pourtant, ils sont à la source d'une incivilité qui va être créée sur le terrain, parce qu'un collaborateur va se sentir dans des conditions de nature à ne pas prendre soin du client comme il le souhaiterait. Allez, et puis mon dernier exemple, pour parler de culture personnelle, individuelle, un client me remonte cette expérience intéressante lors d'une livraison Uber Eats. Donc le voilà faire une commande sur l'application Uber Eats, et puis on lui promet une livraison en 15 minutes, puis 20 minutes, puis 25 minutes, il commence à devenir dingue, et puis vous voyez le petit vélo qui avance. Et il voit son, excusez-moi, putain de livreur qui est arrêté depuis 5 minutes à 2 rues de chez lui. Il dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de foutre l'autre? Donc, il est en train de fumer une clope avec ses potes ou boire une bière, qu'est-ce qu'il fout? Il s'énerve. Et là, il l'appelle. Et donc, vous savez, vous pouvez appeler hein, les livreurs. Donc, il appelle le livreur qui lui répond, tout sourire au téléphone. Faut pas vous énerver, monsieur. Vous savez que maintenant, on fait des doubles livraisons. Et là, il se trouve que j'ai été obligé de livrer pas loin de chez vous à une personne qui a 5 étages et pas d'ascenseur. Donc, ça me prend un peu de temps. Je suis désolé, j'arrive. Et il arrive avec le grand sourire. Et le client, hyper énervé, à juste titre, hein, parce qu'en fait, il ne comprenait pas, et ben, ça a sauté complètement avec un collaborateur qui a, pour le coup, un sens du client personnel particulièrement élevé, parce qu'il faut se le taper, le client énervé au téléphone, alors vous vous tapez 5 étages et vous avez une pression pour gagner 2 balles à la livraison. Donc c'est ce qui peut l'amener, ce collaborateur-là, à avoir ce supplément d'âme, c'est simplement une préoccupation client individuelle. Alors vous allez me dire, oui, mais ça, on n'y peut rien. On est tous plus ou moins tes clients, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que ça se travaille. Donc, en résumé, ce que je suis en train de vous dire, là, et je ne vais pas être beaucoup plus long, c'est que face à un client qui peut être agressif, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on donne à nos collaborateurs leurs moyens d'agir. Il faut leur donner les moyens d'agir. Faut qu'ils aient les outils, il faut qu'ils se sentent autonomes et responsables, il faut qu'on leur fasse confiance, il faut qu'ils aient un soutien, il faut qu'ils aient de l'entraide. Faut qu'il y ait cette culture-là de faire le truc différent, spécifique pour nos clients. Si ils sont castrés sur ces sujets-là, ne nous étonnons pas que ça va être compliqué de pouvoir gérer des clients agressifs. Et enfin, il faut gérer son propre sens du client, personnel. C'est ça qui rend à la fois complexe, stimulant, mais c'est un monde qui s'ouvre à nous sur les décennies à venir, sur comment est-ce qu'on peut aider les collaborateurs à avoir ce sens-là du client. Et ça se travaille avec des rituels managériaux, des actions, des formations spécifiques. Souvent, je dis à mes collaborateurs que je peux former, Nadal n'est jamais né avec un coup droit. Il en a fait des centaines de milliers de coups droits. Donc, c'est pas parce qu'on va mettre nos collaborateurs une journée dans une session pour leur expliquer la vie que c'est bon, c'est gagné. Il faut faire et refaire et refaire. Et en fait, avant que ça devienne un automatisme, il faut être obstiné sur ces sujets-là. Et c'est des rituels managériaux, pas tant que ça, hein, pas de nombreux, mais il faut rien lâcher. Donc ça, c'est les sujets sur lesquels on travaille, mais autant sur la partie individuelle que sur le contexte environnemental dans lequel vivent les collaborateurs. Et ça va complètement apaiser les relations. Et donc, et c'est vrai que je me souviens de cette anecdote qui est dans le livre Culture Client que tu as publié il y a déjà 2-3 ans ou quelque 3 chose ans. comme ça. Ouais. Et il y avait donc une mutuelle que vous aviez formée. Et c'est vrai qu'au lieu de faire une formation classique, je crois que c'était avec Frédéric Ballantieri ou quelque chose comme ça, qui disait qu'au lieu de faire une formation classique d'une journée, ils avaient fait comme ça des sessions. Et je crois que c'était tous les jours pendant un certain temps. Il y avait la minute du client ou Tous les jours pendant 5 semaines, ouais. Ouais, tous les jours pendant 5 semaines. C'est pas une minute, c'est plutôt 10 minutes ou un quart d'heure, mais c'est le principe, ouais. Ouais, et donc c'est vrai que ça transformait cette relation client et comme on disait, c'est transformer le geste en un vrai réflexe. Absolument.
Et en fait, merci Fred d'évoquer ce sujet-là. Je peux vous montrer un exemple sur un plateau de service client, là, une petite équipe d'une dizaine de personnes qu'on a audité sur 2 indicateurs, le système 1 et le système 2. L'orientation client réfléchie, système 2, je suis convaincu que c'est important. Et système 1, j'ai cet automatisme plus ou moins développé. Vous avez en gras le standard sur 100 000 collaborateurs. D'accord ? Donc là, on a dans cette entreprise, sur ce plateau-là, pardon, énormément de collaborateurs qui ont un système, un automatisme assez développé et un système 2 très développé. On peut avoir des collaborateurs, ils sont heureusement peu nombreux, qui ont plutôt une conviction, système 2, réfléchi, assez développé, c'est important, pourtant ils ont un automatisme faible, voire négatif. Autrement dit, ils ont une aversion aux clients. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas professionnels, sauf que ce qu'on dit, c'est que c'est des gens qui doivent prendre sur eux, qui doivent contrôler leur réaction spontanée pour fournir le bon travail. Et au bout d'un moment, on arrête de contrôler. On finit par s'énerver quand ça fait toute la journée, comme tu dis, Fred, qu'on prend des problèmes au téléphone. Et donc, le sujet de cet exemple-là, c'est de dire, bon, voilà la moyenne du groupe, qui était au centre là, qu'est-ce que peut donner un travail obsessionnel pendant 5 semaines ou 10 semaines, et en tout cas régulier, pour changer nos réflexes. Et donc là, l'exemple, en l'occurrence, montre l'évolution qu'a fait ce groupe-là, en moyenne, sur la période de un peu plus d'1 mois, sur les automatismes. C'est-à-dire qu'à force de rabâcher, à force d'être confronté, à force d'être stimulé, à force de travailler ces sujets-là, ça nous monte au cerveau, concrètement. Donc, évidemment, c'est comme les coups droits, ou les gammes en piano, si vous arrêtez pendant 2 mois, il faut tout recommencer. Mais c'est pour dire que le cerveau est capable d'enregistrer, de se modifier, de se bonifier et d'avoir des meilleurs automatismes. Il faut cesser de vouloir croire que les collaborateurs, il suffit de leur expliquer pour que ça l'intègre. Évidemment, c'est important, c'est le système 2, mais le système 2, ils l'ont. Qui va vous dire que c'est pas important ? Quel collaborateur va dire je m'en fous de la relation client, de la satisfaction client ? Donc l'enjeu, il est moins là que dans les automatismes. Bon voilà, je ne vais pas vous prendre plus de temps, j'ai beaucoup parlé, mais s'il y a des questions, j'y répondrai après. En tout cas, merci pour ce temps. Ouais, et c'est vrai que là que tu nous as présenté le diagnostic Leucos, tu peux le faire aussi également au niveau des services. Là, tu as présenté de manière individuelle au niveau Ouais. d'une personne, mais c'est vrai que tu peux auditer, les cultures clients d'une organisation, des managers et souvent ça commence par là. C'est quelle est la culture client des managers pour qu'ensuite ils répercutent bien Mmh. aux collaborateurs? Parce que si eux, ils montrent pas l'exemple, ça risque d'être un peu compliqué, hein. Absolument. Ouais. Alors donc, le code juste pour dire 2-3 mots, parce que là on a parlé comment ça marche, parce que c'est vrai que là, ça a l'air d'être assez simple, dire: «Ah tiens, ça y est, je peux mesurer, la culture et l'orientation client d'une personne». Est-ce que tu peux dire juste 2-3 mots sur comment ça marche? Oui, la difficulté pour mesurer la culture client d'un individu, vous l'avez compris, c'est que on veut mesurer son intention client réfléchie. Ça, c'est facile. Il suffit de poser un certain nombre de questions pour comprendre et mesurer le niveau de préoccupation client rationnel réfléchi d'un collaborateur. Bon, il y a des questions types qui sont posées pour mesurer ça. Mais la difficulté méthodologique consiste à mesurer les automatismes. Est-ce que Frédéric Canvet a un sens du client automatique et pas que réfléchi? Alors pour ça, on ne peut pas lui demander. Parce que par définition, s'il s'exprime, c'est qu'il contrôle sa réponse. Mmh. Et nous, ce qu'on veut chercher, c'est des automatismes par réflexe, pas de façon contrôlée. Donc, il existe une technique qui s'appelle l'IAT, l'Implicit Association Test. Alors, on a un chercheur qui est aujourd'hui salarié de l'entreprise, qui a fait sa thèse aux États-Unis sur ces mesures-là, les mesures implicites, on appelle ça, et qui nous aide à muscler, consolider toutes ces techniques de mesure des automatismes de la pensée, des réflexes, parce que c'est le point de départ, le point d'ancrage qui nous permettra de faire changer les habitudes. On est vraiment sur ce registre-là. Comment faire changer les habitudes? Il faut évidemment être convaincu, mais ça, j'insiste, ils le sont souvent, mais il faut les accompagner dans leurs automatismes de manière à ce que le patient qui doit faire un régime ne soit pas tout le temps obligé de prendre sur lui, de faire trop d'efforts, qu'il puisse le faire aussi avec automatisme, ce sera tellement plus facile et une meilleure réussite pour lui. Ouais, et c'est vrai que l'exemple du régime est tout à fait vrai. Si tu as chez toi des snacks, tout le temps, si tu manges le midi à la va-vite et cetera, si tu changes pas, le contexte et ben, en fait, ça va être compliqué, de changer d'attitude. OK.
Alors, ce que je propose, c'est qu'on passe maintenant à la troisième partie de cette présentation et on va voir ensemble les bonnes pratiques pour la gestion des incivilités au centre de contact. Alors, je vais commencer et ensuite je laisserai la main à Marie-Louis. Donc là, moi, j'aime bien présenter ce cas-là. C'est Soli Hazard, c'est un de nos clients qui est équipé de nos solutions de centre de contact et d'enquête de satisfaction, clients et collaborateurs. Et en fait, ils ont fait un gros travail sur la gestion des émotions et des incivilités. Alors d'abord, ils ont un travail sur être en phase au niveau des émotions avec les collaborateurs et j'aime bien ces idées de fiches, en fait, des fiches clients et des fiches émotions. Et donc, en fait, ils disent, bah voilà, un client, lors de son premier appel qui vient de souscrire à une assurance moto, dans quel état d'esprit il est? Et à ce moment-là, c'est pas lui dire, bon, alors, voilà, qu'est-ce que vous avez comme véhicule, etc. Mais les féliciter, waouh, c'est une belle moto, quel modèle c'est exactement? À l'inverse, lorsqu'il y a un accident de moto, bien entendu, bah, la première chose et le premier réflexe qui doit être fait, c'est comment vous allez? Avant de parler du sinistre, de la déclaration et tout ça. Donc ça, en fait, c'est vraiment cette orientation client qui a été faite, avec un travail, comme tu l'as dit, c'est sur la durée. Avec là, ils ont mis, en face des comédiens qui ont expliqué un petit peu comment, gérer cette partie émotion et ils ont travaillé en amont sur une sensibilité, sur repérer ses propres émotions. Parce qu'on ne peut pas comprendre les émotions des autres si on ne comprend pas, en fait, ses émotions à soi. Par exemple, ne pas faire de la surenchère dans la voix quand quelqu'un dit voilà, ça va pas, etc. Remonter la voix. Non, au contraire, il faut plutôt baisser la voix. Et donc, c'est ces éléments-là qui sont importants. Travailler sur les éléments de langage également. Sur la gestion des incivilités, ben, là, on a vu un petit sondage tout à l'heure. On a dit que 70% des participants au webinaire avaient indiqué qu'ils avaient fait face à des incivilités. Là, en fait, chez eux, 100% des collaborateurs ont dit que c'était une réelle préoccupation et 90% avaient été confrontés d'incivilités. Donc, ils ont travaillé en fait sur, comme tu as dit, les collaborateurs en premier sur la gestion des incivilités, avec la formation de managers bien-être qui font un entretien post en fait incivilité pour gérer cette émotion-là, éventuellement avoir une alerte incivilité pour traiter en fait ces éléments-là dans l'entreprise. Ils ont travaillé aussi sur la sophrologie, comment on peut essayer de travailler sur ces émotions et repartir en fait sur un bon pied, travailler sur la respiration et dire ok, c'est bon, maintenant j'ai pris ces émotions, je les ai évacuées, je peux reprendre un appel derrière. Alors, je crois que Marie-Louis, au travers des 300 et quelques adhérents de la marque, 350, vous avez aussi une boîte à outils avec des bonnes pratiques. Ouais, alors du coup, c'est des pratiques que j'ai extraits de notre site qui est www.bonnepratique.marque.asso.fr, bref. Mais vous pouvez le retrouver sur le site de la marque qui est amarque.asso.fr. Voilà, sur un ton léger, ce qui a été identifié à vous partager, bah, justement, définir ce qui est une incivilité. Ce serait curieux de voir auprès des quasi 20% de répondants dans quel secteur elles sont, ou alors pourquoi elles... Pardon, je vais la reprendre. Mais je crois qu'il y a 20% de personnes sur le sondage qui disaient que les équipes n'avaient pas été confrontées à des incivilités au cours des 6 derniers mois. Et ce qui aurait été intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'on appelle une incivilité. Voilà, il y a plein de boîtes aujourd'hui, et ça a été, je pense, notamment, dit-on, développé par la mise en place du chat, et des bots surtout, où effectivement le bot, on est avec une mécanique, donc le bonjour, aujourd'hui a disparu d'un grand nombre de... sur les chats, vous avez un humain, mais c'est quasiment indifférencié entre un humain ou un robot. Et du coup, en fait, ça s'appauvrit au niveau des échanges. Donc, tout ce qui est de l'ordre de la civilité, de la cordialité disparaît de plus en plus. Bref, mais là où je voulais en venir sur définir ce qu'est une incivilité, pourquoi c'est une bonne pratique? Parce que déjà, ça permet de mettre le sujet sur la table dans l'entreprise. Un peu comme à l'image de la réclamation, finalement. Elle fait définir les choses. C'est un moyen de les reconnaître pour l'entreprise. C'est un fait de mettre tout le monde autour de la table et d'essayer d'en faire un sujet et pas simplement un tabou. Et de se rendre compte que la notion d'incivilité, elle peut être extrêmement différente d'une personne à l'autre, d'un département à l'autre. Mais voilà. Et donc, peut-être d'avoir une définition de ce qu'est une incivilité, de pouvoir la traquer, la définir, c'est peut-être commencer à poser la première pierre, non pas d'un plan dispositif anti-incivilité, mais voilà, pouvoir commencer à traiter le sujet. L'autre point qui a été abordé alors, de plein des manières par Frédéric et Guillaume de manière précédente, mais là, ça peut être une incarnation, une traduction à travers une pratique, c'est donner de l'autonomie. Voilà. Aujourd'hui, quand on est dans le département de la gestion des insatisfactions clients, on le sait, pouvoir régler au premier coup et le plus vite possible, c'est le meilleur moyen d'avoir un client satisfait et de moins exposer également le client, le collaborateur,
Donc là, de manière très concrète, là, le loup de Wall Street avec son petit billet, son petit dollar, typiquement, c'est ce qu'on peut avoir dans des entreprises où les collaborateurs vont avoir des délégations leur permettant de taper dedans sans avoir besoin de demander la permission de papa et maman si ils ont le droit d'utiliser les petites éconocroques pour faire, non pas plaisir aux clients, mais juste répondre là où il y a un bug. Et un exemple que je prends souvent, parce que c'était le premier qui nous avait narré ça il y a de nombreuses années, c'était le patron de la banque Atlantique, de la Banque Populaire Atlantique, et qui en fait nous expliquait avoir vu un bonhomme qui s'était présenté à lui comme un futur ex-client, et le client raconte que le matin même, il était dans une des centaines d'agences d'Olivier, qui était à l'époque DG de la banque depuis très peu de temps. Et en fait, la personne lui explique qu'elle était là pour régler un petit différend qui portait, je crois, sur 7 euros, quelque chose comme ça. Et après une demi-heure d'argussie, le conseiller lui dit, d'une petite teuillade entendue, genre complicité, connivence de dingue, rassurez-vous, je pense que je vais obtenir le geste co dont on vient de parler. Bon, et voilà, tout était dit. Et le client a balancé cette phrase au guichetier, regardez bien mon dos, c'est la dernière fois que vous le verrez. Il se trouve que le hasard fait que les choses... Il rencontre Olivier de Marignan le soir même, qui était à l'époque DG de la Banque Populaire Atlantique, avant qu'elle ne devienne Grand Ouest. Le bonhomme lui explique la situation, et comme le disait Guillaume tout à l'heure, Olivier se dit, si j'ai des situations d'échec comme ça dans mes agences, c'est de ma faute, car c'est moi qui ai le pouvoir sur les procédures, et je dois bouger tout ça. Et donc il demande à ses chefs à plumes de proposer un changement qui va s'incarner par la mise en place de ces délégations, et quelques mois plus tard, est accordé à toutes les personnes au guichet, donc le premier degré de la fusée bancaire, pour reprendre l'univers bancaire évoqué par Guillaume tout à l'heure, c'est 50 € sur chaque insatisfaction qui est remontée. Donc moi, client, j'arrive, j'ai 3 insatisfactions, et ben, je donne au guichet, la personne du guichet, 3 enveloppes, une enveloppe pour chacune de ces insatisfactions. Donc, théoriquement, la personne peut aller jusqu'à 3 fois 50 si chacune de ces insats peut aller jusqu'à... Et donc, ça permet quoi? Ça permet de pouvoir répondre au premier contact, ça permet accessoirement de valoriser la confiance qu'on a ou dite auprès des collaborateurs en contact, parce que souvent, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Les problèmes de délégation, c'est souvent des problèmes de confiance. On recrute des gens dont on n'a pas confiance, c'est rigolo. Donc là, on reconnaît la confiance et donc finalement la capacité de jugement de ces équipes. Donc il y a quelque part une fierté, une reprise sur la main des collaborateurs, parce que du coup, eux-mêmes vont pouvoir négocier. C'est pas parce qu'on me donne 50 € que je vais aller à la facilité. Et d'ailleurs, c'est souvent la difficulté quand on met en place des délégations, c'est de permettre aux équipes à qui on a dit ne réfléchissez plus et dites non à tout, de reprendre confiance et de réutiliser. Et c'est ce que disait Guillaume tout à l'heure à travers l'exemple, je crois, d'une banque dont je tairai peut-être le nom, mais qui est, moi je me suis engagé, et puis finalement on ne m'a pas fait confiance. Donc, cette absence de confiance à l'égard des collaborateurs, elle est dévastatrice. Et là, voilà, permettre aux collabs de reprendre du goût au travail, de se refaire confiance, et de l'accompagner aussi pour ça. Et donc, la satisfaction, le fait de pouvoir répondre au premier contact, donc le client, il part de l'agence, il sait que son problème est réglé. Voilà. On m'a dit oui ou on m'a dit non, mais en tout cas, je sais que c'est réglé, je n'ai pas besoin de me dire qu'est-ce qui va m'arriver dans une semaine, surtout pour un motif ou une somme qui peut être très légère. Et puis, vu que je l'évoquais tout à l'heure, on n'est pas dans des entreprises de bisounours, à partir du moment où ce plan a été mis en place, 80% des réclamations et donc des irritants ont eu une réponse au premier contact. Ah. Et comme dirait l'autre, le temps, c'est de l'argent, et en fait, ça leur a permis d'économiser un pognon de dingue, comme dirait l'autre, et donc finalement, c'était de l'efficacité, c'était de l'estime de soi pour les collaborateurs, c'était pour les clients de se dire j'ai confiance, parce qu'en fait, on fait confiance aux personnes en qui on met en contact, et après, 50 € pour les personnes de guichet. À l'époque, on était, je crois, sur du 200, 250 pour les chargés de clientèle ou conseillers. Il y avait une enveloppe encore plus pour les agences, pour les patrons d'agence, et pour le directeur de la qualité. Il avait 6 000 € à sa main sur un claquement de doigts. Donc, de redonner des marges de manœuvre. Et puis, vous pouvez aussi, en plus des délégations, c'est ce que a pu faire l'UCPA notamment, où là, Stéphane a carrément pris ce pari, qui était de dire, je donne une enveloppe discrétionnaire, en plus de toutes les délégations existantes et les procédures existantes, je donne une enveloppe discrétionnaire à chaque personne du département. Voilà. Et dans l'année, ils avaient X milliers d'euros dans lesquels ils pouvaient abonder à titre personnel, si j'ose dire, sur la situation, parce qu'ils estimaient que la personne avait été particulièrement malmenée sur le lieu de vacances ou dans le traitement de la réclamation, ou parce que tout simplement, c'est ce que souhaitait la personne du service clientèle. Donc voilà, de donner effectivement des marges de manœuvre. Il y a aussi, là, cette fois-ci, je vais chercher ça chez Kaamelott,
Voilà. Donc réquisitionner l'interne face au flux. Voilà, certaines fois, effectivement, le chargé de clientèle, il en prend plein le home ou plein le bouclier parce qu'en gros, horde de clients qui arrivent et puis on est sous-staffé. Voilà, une bonne pratique pour pouvoir délivrer, j'aime pas trop ce mot-là, mais de pouvoir délivrer de manière plus large et rogner sur les temps qui peuvent être des motifs de forte insatisfaction, réclamation et donc in fine d'incivilité. C'est ce qu'a pu mettre en place Cégide, où effectivement, eux, ponctuellement, ils lâchent l'ensemble de toutes les personnes de l'entreprise pour taper le stock de réclamation. J'utilise le mot à dessein, le stock de réclamation, parce que voilà, il y a beaucoup trop de réclamations, trop de dossiers. Et du coup, je trouvais une bonne astuce parce que c'est aussi un moyen, et c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Guillaume, de permettre aussi de sensibiliser l'ensemble des collaborateurs des autres départements, donc à travers les collaborateurs des autres départements, des difficultés certaines fois dans lesquelles on place les chargés de clientèle. Alors, cette fois-ci, on n'a pas tapé sur les SI, mais le but, c'est pas de taper sur eux. Mais c'est vrai que souvent, il y a des enjeux qui peuvent être contradictoires ou pas forcément alignés, de sécurité pour les uns, les services informatiques, risques cyber, etc., etc. Et puis la nécessité de satisfaire effectivement le client, et ça passe par un usage le plus facilité pour les collaborateurs. Et du coup, voilà, c'est comment réussir à concilier tout ça. Et ça, je vous le donne dans le mille. Si vous faites des vies ma vie, avec des départements ici qui viennent dans des services clients, ils se rendent compte que, certes, ils sont tout fiers de la fameuse robustesse ou de la solidité des systèmes informatiques, mais voilà, souvent, ils se rendent compte qu'en fait, quand il faut ouvrir 10 applications, saisir 10 mots de passe pour pouvoir accéder à une information dont on va se rendre compte que finalement, elle va permettre de dire au client, non, ce que vous me demandez n'est pas possible, il faut que je reparte sur un autre chemin. Voilà, les services informatiques, et quand je dis ça, ce n'est pas pour enjeux, mais c'est un moyen de se rendre compte et d'essayer d'arriver à concilier ou d'optimiser en tout cas les enjeux des uns et des autres, et on peut multiplier ça à ton truc. Cette fois-ci, je suis allé chercher, c'était Anémone, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Le Père Noël est une ordure, Thérèse jeteux, et je m'arrêterai là. Voilà, c'est le joker annuel, c'est ce qu'a pu mettre en place une entreprise. C'est-à-dire que je crois que c'est. Alors là, pour le coup, je suis désolé, je ne me rappelle plus, c'est une fois par mois ou une fois par an, mais peut-être. C'est une fois par an. Une fois par an, c'est ce qui me semblait. Où effectivement, on va permettre aux salariés, aux équipes, de pouvoir raccrocher sans avoir à donner, à rendre de compte auprès du département client, auprès de la direction ou autre. Et donc voilà, c'est le joker. Et donc si par exemple vous avez un contact avec lequel ça se passe particulièrement mal ou qui est particulièrement virulent ou je ne sais quoi, voilà, chaque collaborateur sait qu'il a la possibilité de mettre un terme à l'appel, même de manière brusque, sans précaution aucune. Voilà, il n'en sera pas non seulement tenu rigueur, mais on ne demandera pas d'expliquer. Alors, le fait de mettre ça en place, il n'y a rien d'hypocrite dans la pratique. C'est évidemment pas pour qu'ils l'utilisent, mais pour qu'ils sachent qu'ils peuvent l'utiliser. En fait, le but, c'est bel et bien de ne pas accrocher au nez du client, et c'est ce qui était évoqué. C'est-à-dire qu'en termes de formation, c'est aux entreprises, pour reprendre ce que disait Guillaume, de tout mettre en place pour que les collaborateurs soient en capacité de faire et de bien faire. Mais voilà, il y a des cas, il y a des situations dans lesquelles peut-être que la situation n'est pas sur la table, et elle n'est pas peut-être à côté de la table. Et voilà, c'est de permettre aux chargés de clientèle de mettre un terme, tout en sachant que rien ne sera retenu, si j'allais dire, contre lui, pour paraphraser notre bon droit américain. Et puis ensuite, c'est solliciter l'intervention d'un tiers. Cette fois-ci, on passe par... On n'est pas obligé de solliciter François, mais voilà, ça peut être, ou c'était le cas à une époque, notamment quand on passait par le médiateur, parce qu'autrefois, la mise en place des médiations était à la libre initiative des entreprises, et donc c'était un moyen de dire aux clients, voilà, certes, vous n'êtes pas satisfait, moi je caricature, certes, vous n'êtes pas satisfait, mais nous, on estime qu'on allait au maximum de ce qu'on pouvait, et peut-être plus encore. Donc, ce qu'on vous propose pour vous montrer notre bonne foi, c'est on va s'en remettre à un tiers auprès duquel on s'engage à suivre l'avis. Et donc, c'est le cas, par exemple, pour la RATP, c'est le cas aussi pour le domaine des assurances. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez demander au médiateur de la RATP. Maintenant, c'est effectivement vrai pour tout ce qui est en B2C, de relation marque à particulier, chaque entreprise. Une fois que tous les recours ont été éteints dans l'entreprise, vous devez vous voir proposer la possibilité de saisir le médiateur, qui du coup jugera cette fois-ci votre dossier. Et très usuellement, les entreprises y souscrivent. C'était un des points de la cartographie des SRC. Moi, je fais un mauvais teaser parce que j'ai plus le chiffre en tête et j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Mais voilà, ce tiers, ça peut être un médiateur, mais ça peut être aussi un médecin. Dans l'univers de la santé,
Notamment, il y a pas mal d'entreprises qui ont pu mettre en place un système de médiation auprès d'un univers médical. Et donc, c'est un moyen de permettre aux clients de dire, voilà, par exemple, il y a un stress ou un doute sur quelque chose qui a été consommé avec un enfant qui serait malade. Un des parents panique, appelle le service client. Le service client qui a quand même une expérience, voire une expertise dans tout ce qui touche au domaine de l'alimentaire, est capable de voir si c'est lié à l'ingérence du produit alimentaire ou non, en fonction des délais, plein de choses. Pour autant, l'émotion du client peut être telle qu'il faut pouvoir non seulement la désamorcer, mais y répondre. Et du coup, ces entreprises ont mis en place un système de partenariat avec des médecins indépendants. Et donc, on va proposer aux clients d'avoir une sorte de pré-consultation au téléphone qui va être un moyen d'orienter ou de pré-orienter effectivement le parent vers soit une solution médicale, soit lui faire une espèce de prédiagnostic comme quoi effectivement c'est pas lié à un produit alimentaire, mais c'est peut-être juste de la fièvre qui n'a rien à voir avec ça. Et on peut décliner autant sur des expertises dans l'univers assurantiel, me semble-t-il, notamment. Et puis un autre point, c'est peut-être même le dernier, je ne sais plus, mais qui est peut-être la version la plus hardcore. On évoquait l'univers bancaire tout à l'heure avec Guillaume, celui-ci en est issu, pour des raisons évidentes, je ne dirais pas le nom de l'entreprise, mais on avait eu l'occasion d'avoir son témoignage à l'époque, à l'occasion d'un club banque assurance qui était déjà à l'époque consacré à l'incivilité et à la montée même de la violence. Et ce qui avait été mis en place par... ils avaient un directeur sécurité et incivilité, une zone régionale, et en fait, ce qui a été mis en place, c'était de fermer le lieu de vente. Donc de fermer l'agence. Et en fait, la difficulté dans laquelle étaient plongées les marques par le passé, donc à cette marque, c'était de dire, en fait, une fois qu'il y a eu une incivilité, voire une agression, ils avaient mis en place un accompagnement du collaborateur au commissariat pour pouvoir effectivement porter plainte. Mais en dehors de cette... ils ne pouvaient pas aller au-delà que d'accompagner le collaborateur. En fait, ce qu'ils ont mis en place en fermant le magasin, c'est de pouvoir arguer une perte de vente et donc d'avoir un préjudice et au nom de ce préjudice, de pouvoir porter plainte de manière solidaire, pour reprendre le terme juridique, donc de porter plainte avec, d'être éligible à une plainte avec le collaborateur contre le client ou en tout cas la personne qui était passée en agence et qui avait eu un comportement complètement inadéquat. Et donc là, ça permettait aux collaborateurs concernés de se dire, voilà, on n'est pas simplement dans du passage de crème, oh, tout va bien, je t'ai compris, voire je t'ai suivi, et c'est très bien, et il faut le faire, et il faut effectivement aller plus loin. Et là, cette marque avait trouvé la possibilité d'accompagner le collaborateur plus loin en prenant la procédure du coup à son compte, parce que étant solidaire à la plainte, il pouvait instruire, être accompagné sur un plan juridique, etc. Et ça avait également un impact très fort pour les collaborateurs, parce que c'était un moyen de dire, si vous aussi, de fait, dans la région, il y a une incivilité forte ou une agression, parce que ça peut aller jusque-là, on vous accompagnera pour de bon. Et c'est aussi un moyen de dire, parce que clairement, il y avait une perte de chiffre d'affaires qui était assumée, une perte de chiffre, mais qui était un moyen de dire, voilà, les collaborateurs sont prioritaires sur le business. Et donc, voilà, c'était un moyen de montrer très concrètement qu'on passait de l'intention aux axes. Voilà. Est-ce qu'on pense, est-ce qu'on fait. Et donc, voilà, après, si vous voulez plein d'autres bonnes pratiques, je vous le disais, il y a le site amarc.so.fr. Vous pouvez aussi rejoindre l'association, qui est une association ouverte à toutes les entreprises. Je vous disais, près de 350 entreprises de tous bords. Et puis, si vous voulez, si vous êtes encore papier, voilà, je sais qu'il y a encore des adhérents qui sont papier, et c'est très bien, et c'est tout à votre honneur. Gandalf vous propose effectivement un ouvrage qui est de sa réédition, je crois, il y a 2 ans, sur le fameux management de l'insatisfaction client. Et dans lequel vous pouvez trouver un chapitre qui a été co-écrit par Jean-Baptiste Suquet et Aurélien Rouquet, que j'évoquais tout à l'heure, qui étaient 2 des chercheurs de l'équipe pléthorique de chercheurs pluridisciplinaires de Neoma Business School qui avaient accompagné l'association sur la gestion des comportements déviants. Et donc là, voilà, c'est de manière très résumée un graphique qui illustre de nombreuses pages et surtout des centaines d'heures de travaux de tous ces jus de cerveau qui datent d'il y a maintenant un petit moment, qui ont été mis à jour et qui malheureusement n'ont pas perdu leur actualité. Je ne serai pas plus long. Merci Frédéric.
Bah, merci Marie pour ces quelques bonnes pratiques. Là, on a vu donc la théorie au départ, pourquoi on arrive sur de l'incivilité. On a avec le climat, l'étude que tu as présentée. On a vu avec Guillaume l'importance d'avoir une culture client afin de réduire justement l'impact de ces incivilités et essayer de corriger en amont les process. On a vu avec toi quelques bonnes pratiques. Maintenant, je vous montrerai les outils, puisqu'en fait, il y a l'organisation, mais il y a aussi des outils pour gérer ces incivilités. Alors moi, je les ai classés en fait en 4 grandes catégories. La première en fait, tout simplement, c'est ce qui concerne tout ce qui est proactivité. Comment on va anticiper les problèmes avant qu'ils arrivent. Donc le meilleur moyen le meilleur, je dirais, le meilleur appel au service client, c'est celui qui n'arrive pas parce qu'on a corrigé les process, on a fait de l'anticipation. Le deuxième manière, c'est tout simplement d'anticiper des points noirs du parcours client et c'est de les détecter. Le troisième outil, c'est tout simplement le coaching des équipes. Et le dernier, c'est de simplement donner du sens. Alors le premier, ça va être simple, la proactivité, c'est passer de la réactivité à la proactivité. La réactivité, qu'est-ce que c'est? C'est j'ai les clients qui m'appellent, ils sont pas contents, ils ont déjà du stress, ils ont déjà monté en pression, ils veulent avoir une réponse rapide. Et là, en fait, forcément, quand on est dans cette situation-là, c'est compliqué. Donc l'objectif, c'est d'essayer d'être proactif, de faire en sorte de prévenir le client, même s'il s'y attend pas, et surtout d'anticiper les choses et de faire un suivi. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cet exemple d'Aude Paris, qui est un de nos clients pour le centre de contact. Et ben, il y a des clients en fait qui sont habitants d'immeubles dans Paris, et en fait, ils se rendent compte qu'il y a une fuite d'eau. Et ils se disent: «Mais où est la fuite?» Le problème souvent dans Paris, c'est de dire: «Mais dans quel immeuble? Dans quel endroit? Est-ce que c'est quelle canalisation?» Et c'est intéressant parce que le centre de contact, avec les appels qu'ils arrivent à géolocaliser entre les immeubles, ils disent: «Ah, on sait que c'est dans ce quartier-là, mais c'est tel immeuble, tel immeuble, tel immeuble qui nous appelle, donc la fuite est en dessous à cet endroit-là». Et c'est vrai que c'est un bel exemple de collaboration entre, le centre de contact et les opérationnels du terrain. Là, on est en proactivité, donc avant que les clients, rentrent, parce qu'ils nous disent très bien que les Parisiens, ils commencent à rentrer à partir de 17h30 jusqu'à 18h30 et c'est là le pic et que c'est justement en amont, quand il y a au début de journée des gens qui disent: «Ah, il y a un problème là, là, là», qu'il faut agir avant que ça dégénère et que ça devient complètement, ingérable et ils le disent aussi. Dans ces cas-là, ils mettent un petit message dans les SVI: «Vous habitez dans tel quartier de Paris, sachez que nos équipes sont en cours d'intervention, le délai général est de temps». Ce qui permet donc de réduire cette insatisfaction et d'anticiper les choses. Donc la proactivité est vraiment importante. Un autre exemple dans le domaine des assurances complémentaires, enfin assurances plutôt pour les enfants. Donc si vous avez des enfants comme moi, vous savez qu'en début d'année, à chaque fois, dans le dossier scolaire, il faut mettre l'attestation, PDF, etc. Et ben en fait, un de nos clients comme ça, qui est équipé de notre solution aussi, me dit, bah voilà, en septembre, la première semaine, c'est appel sur appel sur appel. Et donc, leur moyen pour eux, c'est d'essayer d'anticiper les choses. Et donc, ils envoient un SMS en Hey, est-ce que vous saviez que vous pouvez télécharger votre attestation dans l'espace client? Et donc, en fait, les gens, au lieu d'aller appeler le jour J et de se dire oh, mais comment c'est compliqué, comment je peux faire pour voir tout ça, en fait, ils ont un lien direct. Et ça, c'est le SMS que je reçois chaque année qui me dit Hey, attention, n'oublie pas d'aller récupérer le SMS. Le tout, c'est de le faire dans le bon timing. Et là, en fait, leur intérêt à eux, c'est de réduire ces appels et de plus être vraiment en rush, essayer de prioriser bien sûr sur les appels d'urgence avec la qualification automatique. Et ça, on va pouvoir utiliser le bon canal, SMS, email proactif, ça peut être du callbot, du self-care. Il y a vraiment beaucoup d'outils qu'on peut mettre en application chez nos clients. Un autre point, donc, c'est les points noirs du parcours client. Donc, les points noirs du parcours client, tu l'as dit Guillaume tout à l'heure, si on arrive à anticiper les raisons pour lesquelles les clients sont pas contents, détecter ces petits signaux faibles où les gens disent je suis furieux, je vais vous quitter, ou comme tu disais, c'est la dernière fois que vous verrez mon dos dans cette agence, c'est l'idéal. Donc en fait, dans cette masse de réclamations, le but c'est d'identifier euh, les choses qui sont vraiment très très irritantes. Et c'est pour ça que l'écoute client est essentielle, parce qu'elle permet d'avoir un espace d'échange au lieu que les clients aillent se défouler sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn ou demander de l'aide à Julien Courbet. Donc bien entendu, ce dispositif de mode du client a l'objectif opérationnel, donc de pouvoir régler les problèmes des clients, rassurer les prospects, mais c'est également un levier managérial, et tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est bien de montrer aux collaborateurs que la voix du client est importante. Et si on affiche des avis clients, si on a un mur des avis clients, si on arrive à former les collaborateurs avec ces avis clients et des écoutes téléphoniques, ces messages, et ben en fait, on va dire, mais regarde, c'est comme ça qu'il faut faire. Ça, c'est vraiment important. Et puis après, là, il y a bien sûr l'aspect stratégique, améliorer les produits, améliorer les process. Si une facturation n'est pas très claire, si elle n'est pas évidente, là, on fait les choses. On a vu le cas de Bouygues Télécom Entreprise qui nous avait dit, voilà, nous, on avait des retours des clients comme quoi les factures n'étaient pas compréhensibles, pas claires, et ça générait de la satisfaction. Et les gens du SI disaient, mais non, mais
les factures sont claires, regardez, c'est bon. Quand ils ont mis en place un dispositif et qu'ils se sont dit: «Hey, regardez, la raison numéro 1 d'insatisfaction, c'est le manque de clarté des factures». Là, ils ont eu le levier pour faire évoluer les choses. Donc ça, c'est important. Donc identifier, c'est aussi c'est vraiment ces points noirs, cette insatisfaction cachée, pourquoi les clients, partent, ces choses qui font des waouh au contraire, quelque chose qui a été fait, de manière, exceptionnelle où le client dit: «Ouais, je suis super content, bravo à ce conseiller qui a fait l'effort». Là, tu parlais de cette fameuse carte envoyée, en express en urgence, dire: «Oh regardez, ça c'est bien fait» et cette exemplarité qui va être envoyée, par email, dans une réunion, par le directeur, bref dans des communications, met en avant cette orientation client et que la bonne chose à faire, l'exemple à suivre, c'est ça. Donc cet exemple à suivre est vraiment essentiel. Comme tu as dit Guillaume, il faut faire en sorte que ça se travaille dans le temps. Alors l'IA justement nous aide beaucoup à travailler sur ce sujet-là, puisqu'en fait, bah, il va permettre d'analyser en volume l'insatisfaction et les gens qui sont satisfaits aussi, mais l'insatisfaction en priorité. Dès qu'on a plus de 1000 verbatim analysés par mois, l'IA est vraiment essentielle parce qu'elle permet de détecter les signaux faibles et surtout de voir quels sont les impacts. OK, on a mis en place une gestion des insatisfactions, on a agi sur tel truc, mais quel est l'impact sur la satisfaction? Quel est l'impact sur le business? Et c'est vrai que là aussi, j'aime bien citer, Bouygues Telecom Entreprises parce qu'ils disent: «OK, si on met des choses en place, on mesure après derrière si ça a bien été perçu. Si le client ne s'en rend pas compte, si ça n'améliore pas la fidélité, si ça ne permet pas de faire de business et ben, en fait, c'est que ça n'a pas d'importance». Donc il faut vraiment travailler sur cet aspect rentabilité, identifier, bah, si ça fonctionne. Si après une formation sur, la gestion de la culture client, avec, le COS, si on voit tout de suite que le NPS augmente, si on voit que la fidélité augmente, bah, c'est que c'est rentable et à ce moment-là, on peut réinvestir à nouveau sur le sujet. Donc ça, c'est vraiment important. L'autre point, c'est bien sûr la partie, coaching des équipes. Alors le coaching des équipes, on en a parlé tout à l'heure avec la partie formation, mais le coaching des équipes aussi, c'est de les accompagner lorsqu'ils arrivent dans l'entreprise. Là, par exemple, un de nos clients qui s'appelle Ikira, qui est dans le domaine en fait du recouvrement, ils ont mis en place un système de onboarding et d'offboarding process. C'est-à-dire qu'avec nos outils de voix du client et de voix du collaborateur, bah, quand un collaborateur arrive dans l'entreprise, même avant qu'il arrive dans l'entreprise, il a déjà une petite enquête. Au bout de 3 semaines, il fait un petit bilan, d'étonnement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez trouvé d'intéressant? Et ça, c'est important parce que les gens qui sont dans l'entreprise depuis 10 ans, 20 ans, en fait, ils s'en rendent plus compte des dysfonctionnements. Ils se rendent plus compte qu'il y a des problèmes. Et ce bilan d'étonnement qui est généralement fait à 2, 3 semaines après l'arrivée dans l'entreprise, permet de détecter des choses que finalement on ne voit pas parce qu'on est dans l'organisation depuis des années et on se dit: «Bah, c'est comme ça». Et c'est vrai que chez Eloquent, on le fait aussi, cette fameuse enquête, bilan d'étonnement au bout de 3 semaines et ça permet de détecter des pépites. Donc, bien sûr, ce programme-là, il doit être décliné avec un parcours collaborateur, l'accueil, le jour J, le programme d'intégration et vérifier que tout se passe bien. On doit également écouter les collaborateurs. Nous, ce qu'on met en place chez Eloquent, c'est l'enquête Pulse. Donc tous les trimestres, on envoie une petite enquête avec des smileys. Comment tu te sens dans l'entreprise? Un peu comme celui que vous voyez là. Et là, en fait, on est capable de se dire, mais ce qui va pas, il y a des collaborateurs qui n'ont pas les moyens, tu as dit Guillaume tout à l'heure, c'est ça, si tu n'as pas les moyens de travailler, comment veux-tu faire? Donc ça peut être aussi de la double écoute classique ou intégrer des gens dans les process. Là, on a un très beau témoignage de Consorente, qui est un de nos clients, qui fait du support IT. Et ils indiquent bien que si on veut que les collaborateurs soient beaucoup plus impliqués dans la gestion de pics d'activité, la gestion de problèmes, il faut les intégrer dans la solution parce qu'autrement, ça va être quelque chose qui va être imposé. Ils disant: «Non, mais c'est pas bien pensé, ils ont oublié ci, ils ont oublié ça». Quand on implique les personnes dans les projets, tout de suite, ça marche. L'autre point, c'est également remonter des cas difficiles. Vous avez parlé des délégations, tiens Marélie avec l'aspect bancaire, l'UCPA, en fait, c'est également important de se dire que le collaborateur, il peut aussi noter la peine qu'il a eue. C'est ce qu'on appelle l'Employee Effort Score, l'EES. Ça lui permet de dire: «Bah, j'ai une difficulté là-dessus de traitement parce que, j'ai pas eu les moyens. Il y a un process qui a dysfonctionné et il y a eu le client qui m'a, mal parlé» ou des choses comme ça. Là, en fait, on va pouvoir alerter le manager et ce manager qui va dire: «Ah tiens, il y a ce problème là-dessus». Ou alors le cas où le collaborateur, il a bien suivi les process, comme tu l'as dit Guillaume: «J'ai suivi les process, j'ai bien fait le truc», mais sauf que le client n'est pas content. Mais c'est parce qu'il a peut-être fait une erreur de son côté, peut-être qu'il y a quelque chose qui a été mal compris, un problème de délai et là, il est un peu coincé. Donc là, c'est un moyen de dire: «Hey, aidez-moi là, je voudrais qu'on fasse quelque chose». Et là, en fait, comme ça, on va pouvoir véritablement alerter sur ces dysfonctionnements, sur ces process qui ne fonctionnent pas.
Il y a également le quality monitoring. Le quality monitoring, qu'est-ce que c'est? C'est l'écoute, hein. Dans nos produits, on a le quality monitoring intégré. Donc, on va pouvoir mesurer à la fois les hard skills, donc des compétences techniques, et des soft skills. C'est ce que vous disiez tous les deux. Les soft skills, c'est les compétences, l'empathie. Et donc, comme ça, on a une petite grille d'évaluation qui permet de voir est-ce que je suis à l'écoute? Est-ce que je suis dans la reformulation? Est-ce que j'ai bien proposé de l'aide après à la fin de la conversation, etc., etc. Donc, ça, c'est le quality monitoring classique avec l'analyse manuelle des équipes. Maintenant, en fait, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, en fait, on va pouvoir aller plus loin. Parce que le quality monitoring manuel, qu'est-ce que c'est? C'est 2-3 conversations qu'on va faire par agent maximum. Il faut tomber sur la bonne conversation au bon moment, c'est un petit peu compliqué. Avec en fait le quality monitoring via l'intelligence artificielle. On peut, en théorie, bien sûr, monitorer 100% des conversations, mais la CNIL l'interdit, donc on est plutôt sur 30, 50%, ça dépendra un petit peu du but, du moment, etc., etc. Là, on a véritablement une analyse qui est entre guillemets exhaustive sur un volume et une durée vraiment déterminée, et on va pouvoir détecter de la colère, des motifs, ce qui permet après d'extraire ces données-là et vérifier en fait ce qui s'est passé. Et on va même pouvoir aller chercher ce que moi j'appelle l'excellence opérationnelle. L'excellence opérationnelle, qu'est-ce que c'est? C'est de passer de je suis content à je suis vraiment extrêmement satisfait. Et comment on va le faire? C'est des petits détails. Par exemple, un agent qui est au téléphone, il y a quelqu'un qui lui dit: «Bah, tiens, j'ai eu un problème avec, mon assurance», tu parles ce problème de carte bancaire, voilà, «J'ai un problème de carte bancaire, j'ai eu un prélèvement» et cetera. Et si la personne dit: «Oui, pas de souci, je vais vous annuler le paiement, c'est dans la procédure» et cetera. Là, le client va juste dire: «Ah, content, c'est la procédure, très bien». Par contre, si, on dit: «Ah, vous avez eu un problème, bon normalement ce geste-là, il n'est pas inclus dans votre contrat, mais parce que vous êtes vraiment client depuis 15 ans, je vois que vous avez en plus l'assurance auto, vous avez l'assurance habitation et tout ça, et ce que je vais faire, c'est que moi exceptionnellement, je vais prendre, le sur moi de vous offrir en fait cette garantie-là, ce qui représente un geste de 15 €. Voilà. Est-ce que ça vous convient monsieur?» Donc là, en fait, on passe de: «Oui, oui, pas de souci, je vous le fais tout de suite», où le client ne se rend pas compte du geste, à: «Je valorise le geste qui est effectué», et là, on voit bien que ça augmente la satisfaction et au niveau des enquêtes de satisfaction, on augmente comme ça, on grignote quelques points en plus. Voilà. Ça permet également d'identifier les bonnes pratiques, en récupérer des enregistrements qui sont utilisés pour la formation des nouveaux collaborateurs. On peut travailler également en auto-évaluation. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Tiens, a posteriori, est-ce que j'ai fait mieux? Travailler en équipe entre agents, ou travailler en fait avec mon manager pour savoir un petit peu ce que je dois améliorer. Donc vraiment le quality monitoring automatisé, c'est un vrai gain de temps, et ce qui permet vraiment de travailler sur le coaching des équipes. Alors, le dernier point que je voulais évoquer, c'est la partie des outils. Donc, les bons outils qui vont permettre de réduire cette insatisfaction et ces incivilités. Le premier que j'aime beaucoup, c'est la visio-assistance. Et à chaque fois, en fait, je me souviens de cette anecdote qui avait été donnée par une personne d'Atlantique, donc qui fait des chauffe-eau. Et donc, en fait, il nous disait, voilà, il y avait un client qui était au téléphone, et il était avec un conseiller, et le conseiller disait, bah oui, si vous voulez mettre sur sécurité votre chauffe-eau, vous appuyez là-dessus. Puis le client disait: «Mais non, ça marche pas, je viens d'essayer». «Oh, attendez, vous avez essayé de faire ça? Vous avez enlevé le loquet, vous avez enlevé le truc là?» «Non, bah non, je vois pas de bouton, je vois pas de bouton». Et là, le client commençait vraiment à monter en pression, ça commençait à un petit peu à chauffer, et le collaborateur dit: «Bah attendez, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire une petite visio». Et là, en fait, il lui envoie un SMS, le client clique sur le lien, il prend son téléphone et il commence à montrer le chauffe-eau. Et là, le collaborateur lui dit: «Mais attendez monsieur, nous c'est Atlantique, là c'est une autre marque, c'est le chauffe-eau d'un concurrent». Et là, le client a dit: «Ah, hop, ah bah là, je suis désolé». Et là, en fait, on voit bien que cette partie incompréhension peut facilement monter en pression quand en fait, on donne pas des yeux aux agents. Donc la visio-assistance, c'est vraiment un moyen de réduire ce stress-là. Pareil, quand on peut partager son écran à distance, pour des populations qui sont pas très fortes en informatique, les seniors et cetera, ça peut vraiment faire la différence, parce que là autrement, la personne a l'impression d'être prise pour un imbécile ou d'être vraiment un incapable, et ça en fait, ça permet de résoudre tout le temps le problème. Et on voit qu'on augmente fortement la résolution au premier appel, 15% chez Kiloutou grâce à la visio, et des heures de temps de déplacement ou des choses comme ça, d'intervention. Sur la partie, connaissances également, nous on voit de plus en plus, chez nos clients, la mise en place de bases de connaissances, basées sur l'IA. C'est vraiment, la
petit truc en plus qui va permettre de faire monter en compétences beaucoup plus rapidement les nouveaux agents, ce qui permet aussi de gérer les multi-compétences parce que parfois, en fait, on a des collaborateurs spécialisés dans un domaine, mais pas dans l'autre. Avec les bases de connaissances qui sont générées avec l'IA, on va pouvoir poser une question, générer une réponse personnalisée avec la personne. Là, vous voyez à l'écran, ici, il y a la réponse même, et ici, on peut aller chercher une réponse qui sera vraiment personnalisée selon le contexte du client. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Ça permet également de former des personnes. Je parlais tout à l'heure de modules de formation. Et ben en fait, maintenant dans les services clients, on va pouvoir, grâce à ce système de FAQ, mettre un parcours de formation intégré qui fait vraiment gagner beaucoup de temps. Et chez Darty, c'est quasiment plus 10% de NPS qui ont été mis en place grâce à ces outils-là. L'autre point, et je l'ai évoqué tout à l'heure, toutes les personnes qui sont insatisfaites, qu'est-ce qu'elles font? Eh ben, elles disent: «Bah, je vais aller me plaindre sur les réseaux sociaux, je vais vous mettre un avis négatif». Donc là, encore une fois, le but, en fait, c'est d'offrir déjà la même qualité de traitement entre le site web et les avis clients et le service client, parce que parfois, c'est les équipes marketing qui gèrent le web ou les avis clients. Le but, en fait, c'est de donner des moyens aux équipes du service client d'aller répondre sur ces différents canaux. Instagram, Facebook, avis sur Trustpilot, et cetera, et cetera. Donc ça permet de tout centraliser au même endroit, d'éviter que les gens envoient un email, envoient un message sur Facebook, et cetera, et qu'ils aient une réponse différente et pas le même niveau. Si j'envoie un message sur Facebook ou sur Instagram, c'est que j'ai envie d'avoir une réponse rapide, autrement je vais aller me plaindre. Donc voilà, donc ça permet vraiment de réduire ces multiples contacts et limiter les effets de bad buzz. Tu l'avais, évoqué tout à l'heure, cette partie SLA, c'est vraiment important, et nous, dans nos produits, on l'utilise beaucoup, chez nos clients. C'est dire, bah, voilà, quel est le délai de réponse moyen pour un email? Quel est le délai de réponse moyen pour un appel? Et ça, en fait, c'est super important dans ce suivi-là. Ça permet tout simplement aux collaborateurs de voir quand il y a un stock d'emails. «Ah, ce client, il est encore en retard depuis un moment», et ben, tout simplement, je vois ça, je suis manager, je suis superviseur et j'essaye vraiment de faire en sorte qu'on tienne ces SLA, même si elles ne sont pas annoncées en externe, au moins elles sont visibles en interne. Et ça, en fait, ça va permettre de vraiment gagner du temps. Un autre point, bien sûr, c'est la partie organisation interne, et j'aurais presque fini, on aura dépassé de 5, 6, 7 minutes. C'est fluidifier les process pour réduire l'effort client et le client qui est insatisfait. Donc tout ce qui est, par exemple, transfert d'appel interne, ça a l'air tout simple, ça a l'air tout bête, mais quand on est bloqué, qu'on peut transférer vers un manager, qu'on peut avoir du chuchotage, c'est-à-dire qu'un manager reste dans la conversation et me dit des choses qui me permettent de répondre aux clients. Le fait d'activer ou pas les canaux chauds, par exemple, de ne pas mettre de chat parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'appels et on va juste mettre l'email. Travailler sur aussi la conscientisation des problèmes. Chez certains de nos clients, on a ce qu'on appelle un wallboard, c'est un gros tableau de bord qui est disponible dans le centre d'appel. Et là, en fait, on voit le stock. Et s'il y a beaucoup de stock d'appels, s'il y a beaucoup d'appels en cours, ben on se dit, bah, je vais peut-être faire un petit peu plus vite pour traiter les appels. Par contre, quand il n'y a pas trop d'appels en cours, là, je vais prendre un peu plus de temps, je vais vraiment m'occuper de ça. Ça permet aussi de mettre en place des challenges. On a vu chez certains de nos clients, de se dire, bah voilà, il y a un stock d'emails qui ne sont pas traités. L'objectif, c'est d'en avoir tant traité chaque jour, et on voit bien que les équipes comme ça, tac, se prennent au jeu avec cet aspect gamification. Un dernier point que j'ai bien aimé, et ça vient, résonner avec ce que tu disais tout à l'heure, Guillaume, c'est ce fameux appel de trop. Et c'est vrai qu'il y a un de nos clients qui s'appelle le groupe France Mutuelle, qui a rajouté en fait dans les modes, d'indisponibilité des agents, ce qu'ils appellent le temps de décompression. C'est-à-dire que, lorsque un agent a eu un appel particulièrement difficile, bon, un client qui a été mal poli, un civil, mais ça peut être aussi un appel où le client a vraiment eu des difficultés, c'était un peu dur. Ben, au lieu de se dire: «Bah, je vais prendre l'appel suivant et je dire: "Bonjour"», ce qui est compliqué parce que j'aurais pas la même énergie, j'aurais eu des choses qui ont été vécues auparavant, ben, il peut se mettre en retrait et il choisit le mode temps de décompression, et à ce moment-là, en fait, il est tranquille, il peut se dire: «Bah, je prends un temps qui peut durer 1 minute, 2 minutes, 3 minutes», le temps qui est nécessaire pour revenir en fait vraiment dans un bon, état d'esprit pour prendre un prochain appel. Et donc Valérie Lupeau, Valérie Lupeau, ouais, Véronique Lupeau nous avait dit que ça c'était quelque chose qui était très raisonnable. Je crois que c'était de l'ordre d'une demi-heure par mois par agent, mais vraiment quelque chose qui était très petit en termes de charge de travail et qui pourtant avait un gros impact sur la qualité de l'accueil des clients. Voilà, donc je vous ai présenté les différentes solutions. Le but, c'est pas vous faire un catalogue complet, mais vous dire mais où agir et utiliser les bons outils au bon moment selon le bon contexte. Ça peut être en détection,
Je parlais de cette partie voix du client, analyse des points noirs. Ça peut être dans l'anticipation, communication en amont des pics, proactivité, autonomie des équipes. Tu vas parler avec l'autonomie financière. Ça peut être dans le traitement, remonter les incivilités, le bon canal, plus de latitude. Par exemple, proposer du web call back, c'est-à-dire proposer aux gens qui attendent trop longtemps d'être appelés. Éviter de se répéter avec du transfert et des choses comme ça. Ou organiser son service client en ligne 1 qui prend beaucoup d'appels et après passer en ligne 2 aux personnes qui ont des problèmes un peu plus compliqués. Ça peut être un très bon moyen justement de réduire l'insatisfaction des gens qui attendent de trop, des gens qui ne sont pas suffisamment compétents sur les sujets. Et le dernier point, le coaching, l'onboarding process, quality monitoring, base de connaissances, etc., etc. Voilà. Donc tout ça, c'est des éléments que vous choisirez selon vos priorités et ce que vous allez pouvoir identifier dans les retours des clients. Alors, ce qu'il fallait retenir, et on va passer à la session de questions-réponses parce qu'on a débordé d'une dizaine de minutes, on voit bien qu'on va arriver dans un contexte de situation plus difficile parce que le contexte économique et écologique va exacerber les émotions, les tensions. Le but, c'est de commencer dès à présent à anticiper cela via la culture client, parce que tu as dit, Guillaume, ça met un certain temps. Ça se fait pas du jour au lendemain. Travailler également la formation sur les écrits, sur la manière de se présenter, ça c'est ce qu'on voit avec la marque, et donner ensuite, bien sûr, à vos équipes les bons outils et la bonne formation pour y faire face. Donc, il n'y a plus qu'à. Alors, les prochains événements, donc si vous voulez, on peut se retrouver demain à Niort, où je vais être présent au salon IN pour animer une conférence sur la gestion des émotions dans la relation client dédiée au secteur assurance mutuelle. Autrement, la semaine prochaine au salon Solutions, donc je vais animer 3 conférences sur le CRM et le centre de contact, les parcours clients omnicanaux, etc. Donc c'est à Porte de Versailles pendant 2 jours. Le 16 octobre, nous organisons une matinale avec Effici et Médée sur la relation client sous tension dans le secteur transport, logistique et énergie. Et on va voir en fait justement comment pacifier cette relation client. Et enfin, notre rendez-vous annuel, le CX Summit, plus de 1100 inscrits chaque année, où tout simplement, cette année, on va expliquer pourquoi plus d'IA fera plus d'humains. Et on verra aussi des ateliers sur l'intégration de l'IA dans la relation client. On va voir aussi des ateliers sur les KPI du centre de contact. On va voir la gestion de la satisfaction cachée. On aura des ateliers vraiment passionnants. Donc cet atelier, le 27 novembre, de 9h à 17h30. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez aller sur le site Eloquent pour vous inscrire. Et si vous voulez en savoir plus, les coordonnées de différents partenaires d'aujourd'hui sont affichées. Donc Eloquent, si vous voulez une solution de centre de contact ou de voix du client du collaborateur, vous pouvez aller sur notre site internet eloquent.com. Si vous souhaitez contacter Guillaume pour mettre en place un diagnostic qui est un diagnostic de la culture client, qui est aussi un diagnostic en amont, on peut utiliser le cost recrutement pour vérifier que les personnes qu'on va recruter dans l'entreprise ont bien cette culture client, ce qui est un must. Vous allez sur cost-system.com, vous avez les coordonnées des collaborateurs de Guillaume. Et pour la marque, donc l'association pour le management de la réclamation, donc amarc.asso.fr, et vous pouvez les contacter aussi si vous voulez faire partie de l'asso, ou même, je crois que parfois vous ouvrez certaines conventions en libre accès, même à des tiers, c'est ça? Quand on a de la place de libre, malheureusement, c'est un luxe qu'on a de moins en moins parce que de plus en plus de monde. Voilà. Ah, peut-être en virtuel alors. En virtuel, oui, ça arrive fréquemment quand c'est ouvert à distance. Donc, vous pouvez demander à Marie-Louis si vous souhaitez assister à une convention avec un partage de bonnes pratiques. D'ailleurs, ça sera quoi la prochaine convention ou la prochaine édition? Alors, la prochaine convention, 19 décembre, je ne peux pas en dire plus sur le lieu parce que c'est pas encore officiel, et sur le thème qui devrait être le thème du pardon, parce qu'il y a un lien très fort, si on réfléchit 2 secondes, entre le management de la réclamation client et cette notion de pardon qui, a priori, est complètement extérieure à l'entreprise. Et qui pourtant nous permettrait de revisiter notre job, comme on l'avait fait les dernières avec la notion d'espérance. Et là, moi, j'en finirai avec ma dernière petite phrase pour faire le malin. Une phrase qui est la définition du remariage, qui était le triomphe de l'espérance sur l'expérience. Et en fait, on s'était dit que c'était plutôt pas mal et que ça rimait pas mal avec le traitement de la réclamation client, ou plutôt l'expression de la réclamation. La réclamation pouvant être effectivement également le triomphe de l'espérance sur l'expérience. Vous êtes bien foutu de ma gueule ou vous vous êtes trompé, mais je vous fais encore suffisamment confiance pour tenter ma chance. Voilà. Ouais. Merci pour cette phrase philosophique pour cette fin de webinaire. Moi, je le citerai en référence cinématographique. On peut tromper 1000 fois 1000 personnes, mais pas 1000 fois une personne. Il faut que tu la reprennes, sinon elle ne fait pas crédible.
1 et 1000. Exactement. Merci à tous. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.